Je n'avais plus envie de me lever le matin. J'avais la saturation de l'entrepreneur, la solitude, j'avais perdu goût, j'étais épuisée. J'avais pas envie d'abandonner, mais presque. Savoir où mettre ton énergie pour être bénéfique pour ta boîte, à un moment donné, t'es obligé de faire des choix. Je me suis pris une grosse claque en fait et j'ai eu un gros déclic. Le réseau social d'aujourd'hui, c'est la mise en scène. Si tu es un PDG qui a une posture très classique, il faut accepter d'aller sur les réseaux et de jouer le jeu. Les entrepreneurs qui, eux, se servent des médias sociaux, c'est eux qui ont tout compris. Tu développes ton personal branding, mais tu es là pour créer de l'influence, pour ton aura, pour ton business, pour faire des connexions. Si tu coupes un peu, que tu te mets vraiment dans ta bulle business et que tu retournes sur les réseaux, tu es à côté de la plaque. Il faut prendre une heure quand ta tête elle est posée et tu regardes ce qui peut être pertinent à reproduire pour ta niche. Et tu sais pas, des fois, tu crées de la connexion, tu crées du message, tu crées de la viralité. Il faut regarder et analyser. Il n'y a pas beaucoup d'influenceurs qui le disent. Je vais être très honnête. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur le Déclic. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à nous partager un petit commentaire. Ça nous permet à chaque fois d'avoir des invités de plus en plus inspirants. Et si vous préférez nous écouter au format audio, sachez que c'est possible aussi pendant vos déplacements, vos sessions de travail ou même pendant votre sport. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute selon vos préférences, ainsi que des épisodes exclusifs ou simplement celui que vous êtes en train d'écouter. Merci encore, ça nous permet à chaque fois de continuer à évoluer. Et maintenant, on se retrouve avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné, je suis avec Justine Galis. Comment tu vas ? Très bien, et toi Alec ? Superbe forme, merci, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir ici sur Le Déclic. Je vais rapidement te présenter. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es créatrice de contenu fitness et entrepreneur depuis plus de 10 ans, suivi par plus de 2 millions de personnes à travers tes réseaux. À l'origine, tu rêvais de cinéma, tu travailles comme vendeuse dans le commerce, puis tu découvres le sport à 20 ans comme une thérapie. Ce sera l'un des déclics de ta vie, si c'est peut-être le déclic de ta vie. Dès 2016, tu deviens pionnière en France des challenges fitness en live avec ton compagnon et associé Thibaut Geoffrey. On va en reparler, on l'a reçu pour un superbe épisode également, on le salue. En 2017, tu participeras également à Ninja Warrior, qui va participer au développement notamment de ta notoriété. Tu confondes ensuite plusieurs projets, la marque de textile Soul, Training, puis l'application Fit Fight Forever, qui deviendra Gritty. Récemment, vous avez justement renommé, il y a eu une grande campagne autour de ça, une société à 8 chiffres qui a déjà transformé plus de 400 000 personnes. Aujourd'hui, tu es une entrepreneuse accomplie, mais un visage incontournable du fitness en France également. Depuis plus d'une décennie, tu inspires, tu coaches et tu entreprends, alors que tant d'autres n'ont pas forcément survécu à la vague des réseaux sociaux, n'ont plus créé ce que vous avez pu créer. Ce qu'on veut explorer avec toi aujourd'hui, c'est comment on reste au premier plan quand les années passent et quand le marché se renouvelle sans cesse. Bienvenue sur le Déclic, Justine. Merci Alec, belle présentation, honoré. Écoute, avec grand plaisir. Avant de devenir Justine Galis, qu'on connaît, qu'on voit sur les réseaux depuis tant de temps, où étais-tu? Que faisais-tu? De quoi rêvais-tu? Quand j'étais une jeune fille, moi j'étais une enfant très énergique. J'étais un peu, pas hyperactive, mais presque à la limite. Donc j'ai fait énormément de théâtre, justement, comme tu disais, quand j'étais petite. Ouais. C'est quelque chose qui m'a beaucoup animée. J'aimais beaucoup me mettre en scène, chose que j'ai pu faire après, justement, sur les réseaux sociaux. Mais dans le théâtre, quand j'étais petite, je ne trouvais pas vraiment ma place. C'était un milieu, tu sais, le milieu du spectacle où soit tu es artiste avec un peu les deux chaussettes dépareillées, un peu mal coiffée, soit tu vas faire de la télé-réalité. C'était un peu ça. J'en ai fait de mes 7 ans à mes 23 ans. D'accord. J'ai fait le conservatoire à Lyon, le conservatoire de Villeurbanne. C'était un deuxième petit conservatoire, un peu moins prestigieux, mais quand même un conservatoire de théâtre. Donc j'ai fait un gros parcours de plus de 15 ans, vraiment dans le théâtre un peu traditionnel. Je voulais faire des castings. À côté de ça, donc c'était un peu mon goal de vie à l'époque, parce que je pensais que j'allais atteindre... je rêvais de grand, et je pensais qu'à l'époque, comme il n'y avait pas encore tous les réseaux, il n'y avait pas l'entrepreneuriat, c'était un peu les métiers classiques du show business, c'était un peu chanteur, acteur, musicien, qui permettaient d'avoir cette aura. Donc je pensais que le théâtre allait m'apporter peut-être ceci. J'ai fait des castings étant plus jeune pour de la figure, mais ça ne marchait jamais. J'étais un peu catégorisée blonde, donc un peu télé-réalité très, très, très blonde. Donc à l'époque, c'était... vraiment que ce type de profil-là qui était à la télé-réalité. Donc, les castings, ils ne m'aimaient pas, quoi. À Lyon, je n'étais pas dans les favorites. Et sinon, après, ça, c'est pour le côté un peu... déjà un peu commencer à tracer ma voie vers où je voulais aller. Mais sinon, j'étais une enfant assez joyeuse. Toujours mes parents
avec moi qui sont ensemble. J'ai un frère, toujours aujourd'hui comme avant. Mais voilà, j'étais dans une famille qui était très aimante, mais qui m'ont laissé parfois des bagages un peu économiques, émotionnels, etc., que j'ai travaillé avec les années, avec mon mindset. Et par contre, j'ai été une enfant aussi très complexée. Ça fait beaucoup partie de mon parcours. J'étais assez forte quand j'étais petite, d'où le fait que j'avais besoin de me réfugier dans le théâtre. Et donc, du coup, ça m'a forgée, forcément. J'ai eu beaucoup de complexes. Quand j'étais enfant, je n'avais pas de petits amis. Les garçons n'étaient pas très intéressés par moi. J'ai eu des moqueries au niveau du collège, beaucoup d'harcèlement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les influenceurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont des parcours un peu traumatisants à l'adolescence. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée pendant de nombreuses années. Les moqueries sur le physique, les attaques gratuites. J'étais vraiment pris pour cible dans la période du lycée aussi, collège-lycée. Et je pense que ça m'a donné envie encore plus de faire des choses pour l'après quand je suis rentrée dans le monde du travail. Merci d'en parler ici. Et justement, est-ce que c'est un des éléments qui t'a donné cette force et cette envie eh bien, de te dépasser, de te donner les moyens de faire plus que ce que la moyenne des gens auraient osé faire à certains moments, où quand typiquement tu fais tous ces castings, tu persévères, tu continues, tu te sens peut-être un petit peu rejeté entre guillemets à certains égards, ou complètement vu que tu hoches la tête, et pour autant, peu importe, tu continues, tu as envie d'avancer dans ce chemin. Comment, pour celles et ceux qui peut-être se reconnaissent dans ce parcours au moment où ils écoutent cet épisode, peuvent, parce qu'à posteriori, c'est toujours plus simple de raconter l'histoire, mais quand tu le vis, que tu en souffres au quotidien ou que tu en ressors, quel est ton témoignage, si j'ose dire, à ce sujet, et cette force que tu as, cette faiblesse que tu as transformée en force, ou cette épreuve que tu as su transformer en force? Moi, personnellement, je l'ai analysé avec les années. Je sais que je suis allée dans le théâtre, puis après vraiment sur les réseaux, parce que j'aimais pas non plus qu'on ne m'aime pas. On a toujours envie d'être un peu aimé. Quand on est créateur de contenu, on a envie de plaire à son audience. On n'a pas envie de se faire détester, tout du moins, sauf aujourd'hui, maintenant, la culture du buzz, même du trash. Mais moi, j'avais envie d'être aimée en allant sur les réseaux, là où j'ai été un peu rejetée dans l'adolescence. J'ai fait une analyse des années après, un peu là-dessus. Ça a commencé un peu comme ça, mais j'avais malgré tout peur des critiques. Et ça a été dur pour moi jusqu'à encore il y a quelques années, vraiment très tard, où j'ai eu beaucoup de mal à encaisser les critiques, les commentaires haineux, la jalousie, tout ça. La haine en ligne a été très dure, puisque j'ai des difficultés au lycée à le vivre en frontal. Et je l'ai ensuite eu sur les réseaux, mais j'avais une part de moi qui me disait que j'étais à ma place. Je ne sais pas comment expliquer, j'avais cette crainte du rejet, malgré le fait que j'entreprenais des choses, des projets, parce que j'avais peut-être encore plus envie d'être aimée que j'avais peur d'être rejetée sur les réseaux. C'est cette balance-là qui a fait que j'ai continué à faire des choses, malgré le fait que j'avais profondément peur aussi qu'on me rejette et qu'on ne m'aime pas. À quel moment tu as le déclic, si j'ose dire, qui fait que tu vas sur les réseaux sociaux? On est en quelle année? Qu'est-ce qui fait que tu te dis allez, j'y vais, j'ose? Parce que ce n'est pas un exercice qui est simple, d'autant plus qu'à ce moment-là, ce n'est pas la mode. Il n'y a pas tous les influenceurs, il n'y a pas tous les créateurs de contenu. L'accessibilité aussi à ça n'est pas la même. C'est, si j'ose dire, une autre époque. Qu'est-ce qui fait que tu te lances sur les réseaux sociaux? Déjà, à l'époque, Instagram, en 2013, c'était qu'une appli de retouche de photos pour mettre sur Facebook. On va recontextualiser par rapport à 2025-2026. Mais vraiment, c'était vraiment les prémices des réseaux. Quand je me suis mise sur Instagram, j'ai découvert tout un monde. J'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient des profils à 1 million d'abonnés aux États-Unis avec des comptes fitness. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? C'est comme si ça n'existait pas. Il n'y avait que des comptes Facebook où tu n'ajoutais que tes amis, tu avais des pages fans, mais c'était la révolution pour moi, où il n'y avait que sur YouTube, des gros YouTubeurs. Et j'ai découvert tout un monde comme ça qui m'a fascinée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, à côté de ça, dans ma vie perso, j'avais eu une rupture amoureuse à 17 ans. Tout ça, je le connais. Enfin, je peux le raconter facilement auprès de toi, parce que je l'ai raconté des dizaines de fois sur YouTube. Je l'ai expliqué, j'en ai parlé dans mon parcours, j'en ai parlé sur les réseaux depuis toujours. Moi, justement, contrairement à Thibaut, mon mari, mes réseaux, c'était un peu mon journal intime. C'était un peu comme ça que je suis allée sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu une rupture amoureuse à 17 ans. J'ai eu une rupture vraiment frontale que j'ai très, très mal vécue. Et cette rupture, en fait, a fait que j'ai perdu énormément de poids. Je suis tombée dans une dépression très jeune. J'ai pas osé dire ce mot pendant longtemps, parce que comme j'avais 17 ans, je trouvais ça un peu ridicule. Mais au final, c'était une dépression assez sévère. J'ai perdu
10 ou 12 kilos à l'époque. Puis, quand j'ai commencé à aller un petit peu mieux, 1 an et demi après, j'ai pris 20 kilos. Donc, je ne m'aimais pas physiquement. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais l'impression de ne pas plaire, d'avoir perdu de la valeur. Bref, j'étais 6 pieds sous terre à un âge où, en plus, tu n'es pas en pleine conscience. Enfin, tu n'as pas confiance en toi, quoi. 18, 19 ans, c'est pas la folie, quoi. Et encore une fois, je n'étais pas non plus la populaire du lycée. Je n'étais pas celle qui avait 1 million d'amis. J'avais des amis, hein, je n'étais pas une rejetée de la société non plus. Mais quand j'ai pris beaucoup de poids, j'ai eu envie de me mettre au sport. Je me suis dit, bon, je venais de travailler dans le commerce, je venais d'avoir un CDI à mi-temps. J'avais choisi le mi-temps pour pouvoir développer ma carrière de comédienne à côté, pour me laisser du temps pour faire des castings. Déjà stratégique, tu vois, dans les choix. Mais je me suis mise en salle parce que c'était clairement j'avais pas envie de faire de sport collectif, où il fallait aller le mercredi, s'entraîner à telle heure, c'était trop carré. Je voulais aller à la salle, avoir la flexibilité. Et la salle, c'était ouvert tout le temps. Tu avais des cours co, tu pouvais faire ce que tu voulais. C'était un peu à la carte, et c'est ça qui m'a plu. Donc, premier salaire, je vais en salle de sport, je m'abonne avec ma mère qui était abonnée à côté de chez mes parents. Je vivais chez mes parents. Et ça a commencé comme ça. Et quand j'ai commencé à me mettre au sport, je me suis abonnée à tous ces comptes Instagram américains. Donc, à cette époque-là, il faut contextualiser, c'était que des comptes de body. C'était que des filles dopées, chargées, avec des physiques de compétitrices de bodybuilding. C'était la ref dans le milieu. Il n'y avait que ça. Là où c'est très différent aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai été matrixée mes premières années par la diète culture, les régimes restrictifs, les sèches extrêmes. Dieu merci, je n'ai jamais touché aux produits dopants ou à n'importe quoi pour ma santé, même pour ma santé mentale. Et du coup, je me suis mise sur les réseaux, j'ai commencé à partager quand j'ai commencé le sport. Ça a commencé comme ça. Donc directement, tu commences le sport et tout de suite, tu as ce réflexe, si j'ose dire, de partager. Pour autant, tu évoques le fait que tu n'avais pas forcément confiance en toi à cette époque, à ce moment-là. Est-ce que ça a été un exutoire, une thérapie également, une facilité pour toi de reprendre progressivement confiance en te dévoilant à toutes les personnes qui te suivaient? Comme tu le dis très bien, c'est ton journal intime. C'est d'ailleurs un élément que Thibaut a évoqué lorsqu'on a échangé sur cet épisode. À quel point en fait ça t'a aidé dans ce parcours qui est le tien, à cette étape-là de ta vie où tu dois te reconstruire progressivement pour devenir la femme forte que tu es aujourd'hui et depuis maintenant un certain temps avec tout ce que tu as créé. Ça peut être hyper inspirant pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ton parcours. Alors moi, au départ, quand j'y suis allée, il n'y avait pas l'envie de devenir célèbre. Je cherchais plutôt à être en connexion avec des gens, l'effet communautaire des réseaux sociaux du tout début d'Instagram, où à l'époque, il n'y avait pas de placement de produits. On t'offrait un thé, les thés en sachet un peu pourris, là, machin truc tea, vraiment, mais je pense que ça n'existe plus. On t'offrait un legging tout pourri Décathlon, t'étais refaite, c'était le Graal. Il n'y avait pas encore de partenariat, rien du tout. 2015, quoi, 2014-2015. Donc j'y allais vraiment pour poster, pour me faire des amis, en fait. Je mettais les hashtags, j'avais envie de faire partie de ça. Et plus je postais, plus ça me motivait. Et plus ça me motivait, plus j'avais envie de poster. Et en fait, ça s'est fait naturellement comme ça. Je postais mes efforts, je postais mes entraînements, je faisais des erreurs, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Et plus j'apprenais des choses, plus je le partageais. Parce que je faisais des erreurs, donc je comprenais mes erreurs, je les partageais. Et à force de partager sur Instagram, j'ai commencé à avoir des abonnés au tout début. Et les gens me demandaient de plus en plus de conseils et je n'arrivais plus à leur répondre. Il suffit d'avoir, pendant que je bossais à côté, 30 à 50 personnes qui t'écrivent par jour et t'es débordé, quoi. Qui t'écrivent, qui te répondent, etc. Donc je dis, je vais faire une chaîne YouTube. Quelques années après que je sois arrivée sur Instagram. Et c'est comme ça qu'après, je vais faire une chaîne YouTube pour partager les conseils, tout en continuant de poster mon évolution physique, mes petits déjeuners beaucoup à mes débuts, parce que je faisais des beaux petits déj, Elsie, tout ça. Et puis quand je regarde mon compte maintenant, c'est le jour et la nuit avec aujourd'hui, mais toujours dans le thème du fitness. Mais c'est ça qui m'a... Ouais, c'est l'effet boule de neige, tu vois. C'était l'envie de faire partie de la communauté fitness. Les gens me soutenaient, ils se motivaient. Moi, je m'abonnais à des gens, ils s'abonnaient à moi. Là où je n'avais pas forcément ce retour-là dans mon entourage. Où les gens ne comprenaient pas que j'aille à la salle 3 fois par semaine, déjà à l'époque. Ne comprenaient pas mon délire quand je disais que je ne pouvais pas sortir parce que je voulais manger mon meal prep. C'était pas aussi commun qu'aujourd'hui. C'était encore un peu hors norme, tu vois. Même si aujourd'hui, les sportifs sont toujours un peu à part. Et donc, j'ai cherché ce lien sur Internet. À quel moment ça décolle ? Ça a décollé vraiment progressivement depuis 10 ans.
J'ai pas eu d'explosion, j'ai pas eu d'association avec d'autres youtubeurs, j'ai pas eu de télé. Tu parlais de Ninja Warrior, mais c'est ce que je disais à une des personnes de ton équipe, c'est que ils m'ont coupé au montage. Je suis même pas passée à la télé, ils ont mis Thibaut, tout carrure, tout beau gosse qu'il est, ils l'ont mis, et moi on me voit sur le côté, mais j'ai pas eu d'explosion en vérité. Même pendant le confinement, ça a accéléré, mais ça fait 10 ans, et j'ai eu mon 1 million d'abonnés il y a 1 an et demi. Là, je vais sûrement passer aujourd'hui à 1,2 million, tu vois, mais c'est très progressif. Très, très progressif. C'est un super point parce que finalement, c'est cette croissance constante qui fait que tout a été construit méthodiquement, étape par étape, en restant, comme dans le sport, hein, régulier et en faisant preuve aussi de résilience. C'est 2 qualités essentielles pour l'entrepreneuriat parce que derrière, c'est pas juste des réseaux, c'est pas juste des abonnés, il y a aussi eu des entreprises, des projets qui ont été créés. On va en parler. Et tu dis il y a un instant que quand tu reviens sur tes réseaux et que tu regardes ce qui a été publié, c'est complètement différent de ce qui est publié aujourd'hui. Dans quelle mesure c'est différent? Est-ce que c'est parce que les plateformes ont évolué? Est-ce que c'est parce que le contenu s'est professionnalisé? Est-ce que c'est parce que tu as envie de partager des choses complètement différentes aujourd'hui? Ça peut être intéressant. Alors, je retrouve justement un peu le côté un peu partage que j'avais à mes débuts, qui est passé un temps. Les contenus ont tellement évolué. Passé un temps, c'était les photos, puis l'arrivée des Reels, les formats. Tout maintenant, aujourd'hui, évolue très, très vite. Ouais. Si tu n'es pas tous les jours sur les réseaux, si tu passes 6 mois sans réseau à gérer ta boîte et que tu reviens sur Insta, ce n'est pas les mêmes réseaux qu'il y a 6 mois. Les trends, les tendances, tout va beaucoup plus vite. Non, je disais plus ça dans le sens où vraiment, quand je regarde mes assiettes, mes connaissances en nutrition et en sport de mes débuts par rapport à aujourd'hui sont plus du tout les mêmes. Je ne partage plus les mêmes conseils. Je suis moins matrixée par le côté très culturiste qu'il y avait pendant des années, hein, dans le milieu jusqu'au confinement quasiment. Hein. On a eu, nous, dans notre milieu fitness, on a eu les salons du fitness à Paris, grâce à l'essor de Thibaut InShape notamment, hein, qui a permis de faire développer tout le côté influence au niveau du fitness en France, qui est aujourd'hui le plus gros youtubeur de France. Donc voilà, on a eu les années salon du fitness, mais c'était encore une fois très tourné autour du culturisme. C'était à celui qui avait le plus beau corps, le plus extraordinaire, une pression énorme sur les influenceurs fitness qui sont comparés, scrutés entre eux. Et c'était un sacré délire par rapport à aujourd'hui où j'ai une approche plus saine. Et notamment grâce à Thibaut, quand je l'ai rencontré, j'avais une vision très restrictive de tout ça, et qui lui m'a ouvert à une autre vision de la nutrition et du sport. Ouais, tu parles d'une approche plus saine, alors j'imagine nutrition, sport, mais aussi au global par rapport à la croissance, à la quête d'abonnés, de reconnaissance, etc. Est-ce qu'à un moment donné, tout cet apport positif que les réseaux t'ont offert de par le fait de trouver au travers de ce journal intime, interactif et numérique des gens qui partagent les mêmes intérêts que toi, c'est pas transformé en pression de devoir à chaque fois avoir plus de likes, plus de retours. T'évoques le fait aussi d'être assez sensible jusqu'à encore un temps aux différents feedbacks peut-être négatifs, les haters comme on les appelle. Comment tu as vécu cette phase-là? Ça a été dur, mais comme c'est progressif, que c'est pas venu du jour au lendemain, j'ai appris à la gérer avec les années. Mais c'est vrai qu'elle est là. Hein. Elle est là parce que des fois, si tu pars des réseaux pour gérer ta boîte, c'est quelque chose qui m'est arrivé là cette année, tu sais que tu vas perdre de l'audience, tu postes pas pendant 1 mois sur YouTube, tu es shadowban, tu as la pression d'être tout le temps là, de faire tout le temps du contenu. C'est quelque chose qui a été beaucoup présent, enfin très très fort pendant le confinement, où il fallait être extrêmement actif, être extrêmement présent. Donc si, ça a été dur, ça a pesé sur ma charge mentale, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer, parce que c'est soit tu pars après dans le tout et n'importe quoi pour aller chercher le plus de buzz possible, où est ta limite, qu'est-ce que tu veux vraiment faire, quelle est ta limite, qu'est-ce que tu es capable de faire ou non, quelles concessions, vraiment la barrière c'est presque une lutte mentale pendant 10 ans, un peu tous les jours. Hein. Tu dis que tu as appris à le gérer, comment tu as appris à le gérer? En encaissant, il y a des fois je l'ai très mal géré. Il y a des fois où j'ai fait tout ce que j'ai pu, puis j'ai eu un peu de croissance, mais c'était intenable, donc j'arrêtais. J'ai eu plein de périodes où ça a été, où j'étais très active, puis d'un seul coup j'ai dû ralentir avant de trouver ce qui me convenait. Et puis après, quand on a monté nos boîtes, il fallait bien à un moment donné prendre du recul et se dire, faut mettre l'énergie au bon endroit, quoi, parce que je peux pas non plus être sur les réseaux et délaisser mon entreprise, délaisser les formations, les recrutements, le business, etc. Parce que c'est aussi quelque chose que j'aime. Ouais. Mais après, j'ai pris du recul en mûrissant, en grandissant, avec les étapes de la vie, en discutant absolument tous les jours avec Thibaut aussi. J'ai quelqu'un à mes côtés avec qui j'ai vraiment des beaux échanges
voilà, avec qui tu peux avoir des conversations intellectuelles un peu plus animées, avec des échanges, etc. Et lui qui avait 9 ans de plus que moi, qui est beaucoup plus âgé que moi, eh ben, il a une maturité que je n'avais pas quand j'avais 23 ans et qu'il en avait 32. Et il m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mon parcours de vie à ce niveau-là. Et justement, tu parles de création de contenu typiquement, d'entrepreneuriat en parallèle. La création de contenu, c'est un métier à part entière. Ça demande aussi beaucoup d'investissement, beaucoup de réflexion. On ne peut pas forcément tout déléguer parce qu'il y a aussi une expertise à devoir maîtriser. En plus, chaque plateforme a ses propres codes. Les codes changent, les algorithmes aussi. Les communautés en demandent davantage. La concurrence est présente. Et il y a la partie entrepreneuriat. Comment tu gères les deux, comment tu arbitres les deux? Alors j'imagine que ça a évolué au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, d'un point de vue entrepreneurial aussi, c'est une boîte qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus structurée. Il y a des équipes, il y a des bureaux, il y a des enjeux, il y a des clients. Alors qu'au début, quand tu te lances, il y a aussi une prise au sérieux de la chose, mais ce n'est pas les mêmes enjeux en face. Comment ça a évolué cette phase-là? Bah, ça a été dur, hein on va pas se mentir. Quand on a commencé à faire le tout premier business, c'était en 2017. Tu l'as dit dans la présentation avec Thibaut. Quand on s'est rencontrés en 2016. Ouais. Pour l'anecdote, on s'est rencontrés dans un salon du fitness avec Thibaut. D'accord. Pour l'info, on s'est rencontrés là-bas grâce à Thibaut InShape à l'époque qui m'avait invité sur un stand et je l'ai rencontré dans un salon en Suisse. J'ai cru comprendre que tu étais suisse en plus. Exactement. Ouais, donc à Lausanne, c'était en 2016. Et on a très vite accroché, lui et moi. Et on s'est dit que on était à peine ensemble. Hein. Ça faisait que quelques mois qu'on voulait monter quelque chose ensemble. J'avais en face de moi quelqu'un qui était à la fois entrepreneur et créateur de contenu, et qui était quelqu'un de sérieux dans la vie. Et on a rapidement fait des choses en 2017 déjà. On a lancé des programmes en live, et donc on était créateur de contenu à côté, mais c'était moins... à l'époque, c'était à la fois plus simple et en même temps plus chargé parce qu'on faisait tout nous. On n'avait pas d'équipe. On avait quelques personnes qui bossaient avec nous, une CM, etc., mais on faisait tout, hein. Les ajouts sur Facebook des groupes des clients, le SAV, on faisait la com sur les réseaux, on faisait les créas graphiques, même si on avait une graphiste qui nous aidait, on faisait les shootings dans notre salon, sur fond vert. Enfin, on est vraiment passé par toutes les étapes des premiers steps, quoi. Donc au début, tu fais, quoi. Tu es excité, tu es dans l'euphorie. Et quand ça fait 3 ans, 4 ans que ça ne s'arrête jamais, c'est dur, hein. On va pas se mentir, hein, c'est difficile. Hein. Parce que tu as vraiment 2 grosses casquettes. Et après, c'est très dur de déléguer la création de contenu. Ouais. Tu structures, tu délègues, mais déléguer la création de contenu, effectivement, il y a tout ce côté créatif, il y a ce côté c'est toi, ça t'appartient, il y a ta patte, il y a cette sensibilité, ton audience, elle va ressentir. Comment tu as fait? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à déléguer une partie, mais en même temps, peut-être que l'audience, elle va peut-être se dire « Ah non, mais si Justine, elle délègue, c'est plus elle qui gère, il n'y a plus ce lien. » C'est vraiment pas simple. On le voit, tu as souvent évoqué Thibaut InShape, par exemple, dans cet échange jusqu'ici. Lui, il a gardé une grande partie de toute sa création de contenu. Tu te dis, mais comment le premier YouTuber de France, avec plus de 20 millions d'abonnés, ou je ne sais pas où il en est, monte encore lui-même ses 6 Reels par jour, ses petits shorts, etc., et ses vidéos. C'est assez incroyable. Comment tu as fait dans ton cas? J'ai fait comme mes collègues, c'est-à-dire j'ai discuté des fois pas mal de ce sujet-là avec des créateurs qui avaient plus ou moins que moi, pour savoir un peu eux comment ils faisaient. Et en fait, on s'est tous rendu compte qu'on ne peut pas déléguer la création de contenu. Parce que tu passes plus de temps à repasser derrière un monteur. Quand c'est des formats assez classiques où tu peux monter, par exemple, les séances de sport, là, il n'y a pas de souci, tu délègues. Mais quand tu veux créer un vlog, quelque chose qui s'apparente à ta personnalité, c'est très dur. Moi, j'ai essayé. Hein. J'ai eu des boîtes de prod à Paris, j'ai eu des monteurs externes, j'ai eu des monteurs internes, 100% chez moi, mais qui mettaient 1 semaine à monter le moindre truc sans grande complexité, etc. C'était trop complexe. Donc, par exemple, pour la chaîne YouTube, j'ai essayé de faire moi, il faisait la moitié du montage, me simplifier quelques heures de montage, et je finissais le vendredi soir pour poster le samedi, de vendredi de 17 à 23 heures, et puis de 6 heures à midi. Je terminais le samedi pour poster à midi, j'avais plus de vie, hein, clairement. Donc, c'est pour ça que j'ai longtemps galéré à sortir des formats qui étaient développés, parce que j'avais pas le temps de tout faire. Instagram, c'est impossible. J'ai essayé d'avoir une CM qui était là, qui me filmait, mais ils n'avaient pas le truc, je repassais, j'étais jamais satisfaite. Donc, la déduction que j'ai eue il y a très peu de temps, c'est je vais garder ce sur quoi je suis forte. Je vais garder mes points forts, là où je sais que je peux créer de la valeur, où je peux transmettre des émotions, où je suis aussi inspirée, que j'aime faire. Et je vais plutôt déléguer les trucs chiants, que je maîtrise moins, et qui, eux, peuvent être délégués par des gens qui savent faire mieux que moi. Plein de choses, par exemple, dans ma boîte, que j'ai fait pendant très longtemps, etc. Mais bon, il faut recruter les bonnes personnes, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais j'ai gardé le cœur de mon métier
Et là, je l'ai repris depuis 3 mois. Hein. J'ai laissé mes réseaux toute l'année dernière un peu vivoter comme ça. Et là, j'ai repris. Et d'ailleurs, j'ai repris de la croissance ces derniers mois, un truc de fou. Parce que je me suis concentrée, parce qu'il faut être... La création de contenu, c'est... Faut manger, il faut respirer, il faut transpirer la création de contenu, tellement que ça... Il faut être à l'affût tout le temps, être imprégné du truc. Comme le business, en fait. Oui, complètement. On va y venir, c'est un vrai sujet, la création de contenu. Je pense que ça va intéresser beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Avant ça, je rebondis. Tu as évoqué le fait d'avoir rencontré Thibaut en 2016. En 2017, vous vous associez, vous créez un premier projet ensemble. Ça va faire maintenant presque 10 ans, 8-9 ans. Comment on fait pour concilier vie de couple, association? En plus de ça, vous avez des passions qui sont communes. Comment on fait pour être complémentaires dans une équation où vous ressemblez beaucoup sur certains aspects et de l'autre côté, j'imagine que vous êtes aussi très différents. Ça peut être intéressant parce qu'on entend... Il y a deux façons de voir la chose. C'est une très bonne idée de s'associer avec la personne qui partage sa vie. Et d'autre côté, c'est une très mauvaise idée de s'associer avec la personne qui partage sa vie. Donc comment on fait ? Alors moi, je vais te donner mon point de vue personnel, et c'est quelque chose que j'ai constaté avec Thibaut, c'est que j'ai pas choisi Thibaut uniquement parce que c'était mon conjoint. Déjà à l'époque, on s'est associés ensemble, ça faisait 3-4 mois qu'on était ensemble. Hein. Je savais même pas si j'allais rester avec ce mec, si ça allait être sérieux, etc. Au départ, aujourd'hui, c'est mon mari. J'ai décelé un truc chez lui, dans sa manière de parler déjà de ce qu'il faisait. Il avait déjà son business en place, il avait déjà un gros programme, il gagnait bien sa vie, il était en train de quitter l'armée, etc. Il n'avait pas besoin de moi pour développer son business. Mais il avait quelque chose. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir dans ma société mon mari, mais qui, si ce n'était pas mon mari, ou si demain ce n'est plus mon mari, je pense que ça serait un très bon associé. Je pense qu'il faut ne pas se dire je me mets en business avec mon mari uniquement parce que c'est mon conjoint et parce que c'est la facilité, mais parce qu'il faut choisir. D'ailleurs, souvent on dit qu'il faut choisir son associé comme si on se mariait avec. Et moi, c'est l'inverse. Je me suis dit, est-ce que Thibaut et moi, au début, on lance les projets, c'est comme ça va pas plus loin, on est content, on fait des choses ensemble. Mais quand ça a commencé à être sérieux, quand on a développé de plus en plus de choses, qu'on a parlé gros cash, qu'on a monté des boîtes ensemble, qu'on a acheté la maison, etc., avant qu'on soit mariés, avec qui tu es, avec qui tu montes ton projet, est-ce que vous êtes alignés, est-ce que vous allez dans la même direction? Il y a eu des moments où on n'allait pas dans la même direction. Il y a des moments où ça s'est fighté. Il a fallu 8 ans pour qu'on trouve notre rythme en physique à notre domicile, qu'on mette des règles, qu'on compartimente les pièces, qu'on ait chacun notre bureau. J'ai travaillé longtemps dans le salon. À un moment donné, il en avait marre. Il m'a dit, moi, quand je me détends, j'ai pas envie de te voir, en train de bosser. Et il a raison. Et on a des règles maintenant qui pourraient paraître très strictes ou très pas glamour, pas romantiques. Mais aujourd'hui, on a des règles bien définies pour garder l'équilibre. Et puis chacun fait un peu son truc. Moi, je suis là avec toi. Il n'est pas forcément à Paris avec moi. Chacun aussi a son univers à son côté. Et puis j'ai eu besoin en tant que jeune femme, on a 9 ans d'écart. Donc quand on a commencé, j'ai eu besoin de trouver ma place aussi dans le boulot. Et au début, je me suis laissée porter les premières années par sa maturité, sa confiance en lui, etc. Mais il y a eu, au bout de 3-4 ans, j'ai eu besoin de m'imposer, de dire aussi, je sais ce que je fais, j'ai des décisions, et qu'on trouve l'équilibre dans les décisions aussi. Et fort heureusement, on a aussi un couple qui se parle beaucoup. Et on se parle dans le boulot, mais on se parle aussi en perso. Mais c'est pas simple. Mais je pense que ça marche parce que nous, on est compatibles dans le boulot aussi. On est très différents et on est complémentaires. Aujourd'hui, comment vous répartissez les tâches entre vous deux d'une part, et puis surtout comment vous avez structuré le business? Parce que tu évoquais le fait d'avoir pu récemment déléguer ce qui te stimulait moins ou là où tu apportais peut-être moins de valeur ajoutée par rapport à la création de contenu ou autre. Comment est-ce que vous avez réparti ça? Alors, c'était justement ce qui était très dur au départ, c'est qu'on était décisionnaires sur tout à deux. Et donc, c'était hyper chiant, c'était invivable, parce que dès qu'il y en avait un qui donnait une consigne, l'autre repassait derrière lui. En fait, il n'y avait personne qui avait sa zone de génie qui était laissée l'un à l'autre. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans l'entreprise, moi, je suis la directrice artistique, donc c'est moi qui vais, en accord avec mes beaux-frères avec qui on travaille, et Thibaut, bien sûr, mais surtout avec Thibaut, c'est que je décide un petit peu du planning des programmes. Je décide de ce qu'il y a dedans, qui sont les coachs avec qui on veut travailler, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui pourront plaire à la communauté, qui pourront apporter de la valeur à la communauté. Je décide sur les tournages à quoi ressemblera le setup, à quoi vont ressembler les programmes, toute la gestion artistique en fait. Donc je gérais plein de trucs, je gérais les collaborations, j'appelais les coachs, je discutais avec eux, je gérais les programmes, je gérais leur planning, je gérais les billets de train, je gérais tous les trucs à côté, je leur parlais, ils m'écrivaient tout le temps, etc. C'était dense.
Plus, j'étais aussi directrice artistique sur les tournages. J'avais qu'un caméraman quand on a commencé. Aujourd'hui, ils sont 5. Donc voilà, j'étais directrice artistique, gestionnaire de production. Enfin, je gérais beaucoup, beaucoup trop de choses. Aujourd'hui, maintenant, donc, on a des équipes pour ça, des managers. Et Thibaut, lui, pareil, il gérait le marketing. Mais on a été longtemps tous les deux sur le marketing et j'ai lâché ça. Je lui ai dit, OK, t'es meilleur que moi là-dessus. T'as cet instinct naturel, t'as ces réflexes-là. Prends cette partie-là, mais toi, ne reviens pas sur si le programme, ça ne te plaît pas, le visuel. C'est pas grave, c'est mon problème, c'est ma partie. Et on a réussi maintenant à pas se marcher dessus, principalement. Et on travaille avec mes beaux-frères aussi, Maxime et Romain, qui travaillent dans la société, qui sont les frères de Thibaut. Ça s'est fait assez naturellement avec les années. Ils travaillaient déjà avec leurs frères sur l'ancien projet, un ancien programme qu'ils vendaient avec leurs frères. Et donc, ils ont toujours bossé sur mes projets aussi. Même s'ils n'avaient pas forcément de gain d'argent, tout était pour commun, en fait, au final. Moi, je bossais pour leur programme. Des fois, je leur faisais de la pub, même si je ne gagnais pas l'argent du programme de Thibaut et de ses frères. Le 90 Day, à l'époque, pour ceux qui s'en souviendront, qui regarderont le podcast. Et après, quand on a fusionné, en fait, c'était d'un naturel qu'on soit tous sous le même toit. Et que mes beaux-frères aussi aient une part qui permettent aussi leur engagement au quotidien, parce qu'ils donnent énormément. Et c'était important qu'ils aient leur part de l'aventure à la hauteur de ce qu'ils font. Et ils sont directeurs financiers pour Maxime, et Romain est directeur technique. Il gère toute la tech avec nos développeurs, le pôle produit, toute la logistique des mises à jour de l'appli, les nouveautés, la production, etc. Il y a quelques instants, tu as partagé plein de petites tâches. Tu te dis, voilà, gérer tous les coachs, leur planning, les échanges, les discussions, les caméras, le caméraman, le truc. Et c'est un superbe exemple, et merci pour ça, parce que beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui subissent leur quotidien ne voient pas la différence entre des tâches à faible valeur ajoutée qui pourraient très facilement déléguer avec un process, avec un recrutement, avec la responsabilisation et avoir énormément de temps pour se concentrer sur d'autres choses. Quel a été le déclic pour toi? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, en fait, c'est plus possible, j'ai pas le choix, parce que là, je suis en train de délaisser ma communauté, la création de contenu, et c'est là où je peux créer de la valeur, ou juste, j'en peux plus de tout gérer, de tout faire ça, ou tu savais que tu devais le faire, mais tu attendais un certain palier de croissance pour pouvoir avoir suffisamment peut-être de fonds pour recruter une personne, ce qui est aussi possible. Dans ton cas, dans votre cas, c'était quoi le déclic? Voilà, ça a été le burn-out. Okay. En fait, nous, comme c'est allé crescendo, que ce soit dans l'influence ou dans les sociétés, et puis on a aussi, ça marchait. Les MyFit, tous les programmes en live qu'on a fait, ont fait qu'à un moment donné, on a décliné en application au bout de 5 ans. L'application est une conséquence des années de succès qu'on a eu avant. On a voulu développer plus avec l'arrivée du streaming de manière générale, la consommation des gens vis-à-vis du fitness depuis aussi le confinement. C'était logique, les gens nous demandaient une app, tout le monde avait une app, ça se développait. Donc on a décliné notre produit en appli, mais on était sur l'ascension. L'ascension, la rampe d'explosion, quoi. Ouais. Donc on n'a pas eu le temps de s'occuper de tous ces détails-là avant. C'est quand on a structuré, on a fusionné nos sociétés il y a 2 ans, après avoir créé l'application. On a dû tout remettre à neuf, mais on n'a pas voulu que ce soit parfait pour se lancer. Okay. Très bon point. Très bon point. On n'a pas attendu que tout soit parfait juridiquement. On avait chacun nos boîtes. C'est pas grave, on lance une appli. Et puis on a fait des histoires de facturation. Ça a été là, un bordel juridique et comptable. Mais et puis on a fusionné là il y a 2 ans. Donc on est en train de tout lisser là pour l'appli. Et pour en revenir à ta question, ça a été très dur. J'ai dû attendre, ça fait 1 an et demi qu'on recrute à mort parce qu'on est obligé de prendre le temps, parce qu'on n'arrive plus à tout faire. Et moi, ce que tu as dit, ça me parle énormément parce que c'est mon gros problème. Là où Thibaut, lui, c'est plus naturel pour lui. J'ai eu trop de mal parce que c'est pas naturel chez moi. Là, je vais être très honnête, il n'y a pas beaucoup d'influenceurs qui le disent. J'avais pas de manière innée, comme mon mari, par exemple, la fibre entrepreneuriale. Par contre, j'avais de manière innée les réseaux sociaux. Et c'est depuis 2-3 ans que j'ai changé un peu mon mindset sur la manière dont je dois voir ma boîte. Et j'avais beaucoup de mal à savoir où mettre mon énergie. Et j'avais l'impression de devoir être de partout, et j'étais de partout, mais mal. Et c'est là que je me suis dit, c'est plus possible. Et puis si on veut se développer, en vérité, on n'a pas le choix. Donc il a fallu recruter. On a pris une RH qui nous a fait un super travail avec nous. On a bossé pendant des mois sur qu'est-ce que tu fais? OK. On a fait un papier. On a fait une réunion autour d'un café avec Thibaut, notre RH et moi. Et on s'est dit, OK, Thibaut, dis-moi tout ce que tu fais. On va voir combien il y a de postes dont tu as besoin pour faire tout ce que tu fais. Justine, qu'est-ce que tu fais? Combien tu as besoin de personnes
pour déléguer tout ce que tu fais et qu'est-ce que tu veux déléguer. Et ça a été un travail où je me suis pris une grosse claque en fait et je me suis dit vraiment j'ai besoin de gens. Après, avoir des gens compétents, c'est autre chose et ça, c'est très dur aussi. Ouais. Mais savoir où mettre ton énergie pour être bénéfique pour ta boîte, même pour toi, ça a été dur, très dur. Et justement, tu fais cet exercice avec votre RH, Thibaut. Tu dis que tu vois que tu as besoin de plein de gens, justement. Lui aussi, j'imagine. C'est quoi les prochaines étapes? Parce qu'il faut en prendre conscience, l'accepter. Ensuite, il faut prioriser, parce que tu l'évoques très justement, recruter des bonnes personnes, c'est un vrai métier. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, c'est pas facile. On peut faire des erreurs. Ensuite, une fois qu'on les trouve, il faut les onboarder. Il faut être sûr que ce soit les bonnes. Ça prend du temps là aussi. Comment ça se met en place tout ça? Eh ben, c'est depuis qu'on a décidé de fusionner la société qu'on a aussi de belles ambitions avec Thibaut, justement, on ne voit pas l'entreprise comme notre bébé. On voit pas, il y a un problème justement dans l'entrepreneuriat d'influenceurs, où les influenceurs, ils voient leur projet comme une déclinaison d'eux-mêmes. Ouais, une extension d'eux-mêmes, effectivement. Une extension d'eux-mêmes, exactement. Et en fait, ils ne veulent pas se dire, si un jour je dois vendre, ma société n'existe plus, je ne suis plus CEO, il y a une part d'ego, etc. Nous, rapidement, on s'est dit, on veut être plus que ça. On veut que Gritty, son message soit diffusé au plus grand nombre. On croit beaucoup en notre projet, il y a des valeurs dans notre projet. Et donc, on s'est dit, on va s'en donner les moyens. On a une belle croissance, mais on s'est dit, OK, soyons intelligents, soyons stratégiques. On sait qu'une société à 3, 4, 5 personnes, ça ne fonctionne pas comme une boîte à 15, 20, 30 personnes. Donc, on a dû faire un choix de, OK, on fait des choix d'arrêter des activités. On a arrêté la marque de vêtements qu'on avait depuis 4 ans, on n'arrivait pas à développer comme on voulait. J'ai arrêté ma chaîne YouTube, Thibaut a arrêté ses réseaux sociaux. On a arrêté plein de choses pour faire le tunnel sur un seul projet. Et on a été obligé de prendre le temps de recruter. Donc pareil, tu apprends à recruter, tu apprends à recruter les gens, à les former, à mettre en place des process. On avait rien dans la boîte. Enfin, rien, j'exagère, mais comparé à aujourd'hui, c'était vraiment très freestyle un petit peu. Tu vois, il n'y avait pas d'organisation interne comme on a aujourd'hui. Ça, on a dû faire ce travail-là de structure interne que les gens ne voient pas, en fait. Quand pendant 1 an, je leur disais, oui, on structure la boîte et tout, les gens ne comprenaient pas. Mes abonnés, c'était... Enfin, les gens qui n'ont pas de boîte, c'est très dur de comprendre ça. Et on a tout fait nous-mêmes avec notre RH, etc. On a fait appel à des process classiques, mais qu'on n'avait pas. On n'avait pas les bases pour pouvoir continuer de se développer et pallier aux défauts de production, aux défauts de compréhension, de communication, etc. Et ça, on a dû le faire parce qu'on n'avait pas le choix. Enfin, si on voulait aller à la hauteur de nos objectifs, on ne pouvait pas ne pas faire ce travail-là. Tu viens d'évoquer un point hyper intéressant, c'est le fait de choisir, c'est renoncer. Et vous avez dû faire un choix à un moment donné, et donc vous avez pris la décision d'arrêter plein d'activités annexes, notamment la marque de vêtements que tu as citée, ou j'imagine d'autres choses aussi autour, pour rester concentré, comme par exemple Thibaut, ses réseaux sociaux. Et quand on raconte l'histoire a posteriori, c'est facile. Là, tu le dis en une phrase, comme ça, les gens l'écoutent, l'entendent, peut-être qu'ils ne s'en rendent même pas compte, mais en réalité, quand tu es sur le terrain et que tu as juste une conviction que ton projet que tu as envie de développer peut être grand, plus grand que toi encore, et que tu ne vas pas le considérer comme un truc à côté à part entière que tu fais en tant qu'influenceur, mais comme une vraie entreprise qui crée de la valeur et qui va avoir un impact sur énormément de gens, c'est un vrai risque. C'est un vrai risque auquel il faut croire. Qu'est-ce qui fait que vous, à ce moment-là, vous avez une telle conviction en ce projet, vous vous dites, on va mettre toute notre énergie, on va mettre en pause tout ce qu'on a autour, voire l'arrêter, et on va se donner vraiment les moyens, ce projet-là, plutôt qu'un autre. Parce qu'en plus, quand tu as une communauté aussi grande que la tienne, Thibaut est aussi très suivi, tu aurais très bien pu te dire, en fait, c'est cool, mais on arrête, on recommence un nouveau projet. L'arbre des décisions, il est infini finalement pour faire l'histoire 100 fois. Mais là, en l'occurrence, vous prenez cette décision et pourquoi ? En fait, il y a une part économique, on ne va pas se mentir. En France, c'est encore un peu tabou, surtout quand tu es influenceur, de dire que tu veux que ton entreprise soit rentable. Les abonnés n'aiment pas, enfin, pas les abonnés proches, mais les gens en général sur les réseaux n'aiment pas que les influenceurs gagnent leur vie. C'est un fait. Donc, c'était une entreprise qui était rentable. Déjà, c'est très important pour nous. On est bootstrap, on est vraiment parti de rien. On est autofinancé de bout en bout. On a encore 100% de l'entreprise, là, tous les 4. Et une grande partie, Thibaut et moi. Et donc, c'est une entreprise qui gagne de l'argent. On n'est pas comme d'autres peut-être startups qui ont ce système où ils ont un projet, ils lèvent des fonds et après, ils essayent d'être rentables au bout de quelques années. Nous, on était rentables. Et c'est pour ça qu'on a pu se développer, à louer des bureaux, développer sur 1000 mètres carrés, avoir des salariés aussi, augmenter la masse salariale.
Et donc, les autres projets, à un moment donné, tu es obligé de faire des choix. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment posé, avec Thibaut, on discute tout le temps. C'est toujours la balance, et ça change des fois. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut être plutôt absolument célèbre? C'est ça qu'on veut faire? Et puis, on n'a pas envie de se taper la gestion de la masse salariale, le stress d'une entreprise. Ou est-ce qu'on veut bâtir une entreprise et plus du tout être sur les réseaux? Et vraiment, on s'est posé des questions profondes et existentielles sur qu'est-ce qu'on voulait vraiment dans notre vie. Et des fois, c'était l'un ou l'autre. Des fois, on s'est rendu compte que c'était un peu les deux. Donc, comment tu fais avec pas de contact, pas de connaissances, pas d'apport financier pour développer une boîte à la force de deux gugus qui sont torse nu et en brassière toute la journée pour convaincre les banques, tout ça. Enfin, c'est tout un truc. Et pardon, ta question, des fois, je m'éloigne un petit peu. C'est parfait. C'est parfait. C'est justement la décision. Oui. La décision, parce que c'est un vrai choix. Et je rebondis parce que tu dis deux gugus, entre guillemets, je reprends tes propos, en brassière et torse nu pour convaincre les banques. Est-ce qu'à certains moments, que ce soit les banques ou d'autres, est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir été pris au sérieux, d'où ta remarque? Bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, et puis c'est encore le cas au stade d'aujourd'hui, en fait, en réalité, c'est que des entreprises d'influenceurs basées sur une image des fondateurs, c'est très difficile d'aller chercher des investisseurs, et c'est quelque chose qu'on va continuer de développer et de prouver avec les chiffres, justement, parce qu'on a quand même fait beaucoup de chiffres d'affaires, alors qu'on a des concurrents parfois qui ont 20 millions d'abonnés, mais qui n'ont pas encore développé leur marque comme nous. Notre produit commence à nous dépasser. Et c'est ça qui peut être intéressant pour nous pour l'avenir. Mais oui, surtout quand tu es dans le milieu fitness où tu veux encore garder de l'influence et donc du développement, où tu es obligé de faire des trends drôles, te mettre en scène. En plus, moi, j'adore ça. Thibaut, lui, moins. C'est pour ça qu'il a arrêté. Peut-être qu'il y reviendra si jamais il en a envie. Mais ouais, c'est dur. C'est dur. Les influenceurs, quand tu veux monter un projet, si tu n'as pas des contacts à Paris qui te font rencontrer des gens, c'est plus dur. Mais moi, j'y crois. Je dis un non aujourd'hui, c'est pas un non demain. Ouais. Et surtout, j'avais une anecdote à raconter sur la Red Soul, pour le coup. Moi, ça a été très dur. C'est quelque chose qui date d'il y a quelques mois. On a arrêté, on a fait la dernière vente. On a fait, comment on appelle, quand tu finis une boutique, les dernières ventes, tu sais, c'est le terme, je ne l'ai plus en... Sold out? Non, tu sais, quand tu vends les derniers articles de ton shop. Ah, oui, je vois. J'ai plus le terme. Ça s'appelle, ouais, je l'ai aussi sur le bout de la langue. Un déstockage. On a fait un gros déstockage au mois de mai, mais on a pris la décision en janvier et ça a été non sans mal. Pour la petite anecdote, Soul Training, on l'a lancé avant l'appli. Ouais. On l'a lancé le 8 décembre 2019, juste avant le Covid, où on a eu toutes les galères d'usines fermées en Chine, de blocus, d'augmentation de matières premières. Nous, en plus, on produisait en Europe, mais ça avait des conséquences mondiales, en fait. On a voulu faire ça bien, on a voulu faire un produit parfait, accessible en prix, donc on n'avait pas de marge. Et en fait, c'est un produit qui, avec les années, on a moins développé. En plus, j'étais toute seule dessus. C'est-à-dire qu'il y avait moi et un autre salarié qui bossait à la fois sur deux projets en même temps. Donc vraiment, c'était peanuts en termes de développement. Il aurait fallu avoir une équipe comme pour l'appli. Mais moi, c'était mon rêve quand j'étais jeune influenceuse. Je voulais ma marque de brassière. C'était mon goal de vie, quoi. Toutes les filles rêvaient dans le fitness d'avoir sa marque. Il n'y avait que quelques Américaines à l'époque qui le faisaient, une ou deux Anglaises, et c'était le rêve absolu. Et quand il a fallu décider, là, au mois de janvier, et au mois de janvier, on a eu plein de galères de production, mais on avait enfin à nouveau la possibilité. J'avais terminé certains prototypes, que ça faisait 1 an et demi que j'étais dessus, de tapis, de suite, de jogging. On avait développé des trucs, on avait fini les prototypages qui sont interminables. Et on allait les vendre en janvier-février pour la collection d'hiver, enfin. Au bout d'1 an et demi, on avait des retards de production, on vendait 1 fois par an. Et là, Thibaut, il m'a dit, écoute, c'est trop d'investissement pour ce que ça rapporte. Je me tuais vraiment à vouloir faire les deux, plus les réseaux sociaux, plus ma chaîne YouTube, plus ma vie personnelle. J'arrivais plus et j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et ça a été un crève-cœur de devoir accepter de fermer la marque, mais je me suis résignée parce qu'il fallait être justement stratégique. Mais j'ai beaucoup pleuré et puis après j'ai digéré et je suis allée de l'avant après. Qu'est-ce qui fait que tu as pleuré? Parce que je pose la question dans le sens... tu disais tout à l'heure, et à juste titre, souvent l'influenceur va lier son image à ce projet et donc le considérer un peu comme son bébé. Et tu vois, c'était ça. Voilà, sur le déclic, on accueille plein d'entrepreneurs et je me projette. Et fermer une boîte, c'est jamais sans douleur, évidemment. C'est toujours très difficile, comme remercier des collaborateurs. Mais ça fait partie du parcours entrepreneurial. Et du coup,
le fait de pleurer au sens propre du terme, ça dénote qu'il y a un vrai attachement émotionnel profond et fort en la chose et qu'on y perçoit aussi un échec potentiel, mais pas juste entrepreneurial, mais peut-être de sa personne. Toi, comment tu l'as vécu à ce moment-là? Ça peut être hyper intéressant pour, entre guillemets, dédramatiser l'échec et l'itération entrepreneuriale, parce que derrière, sans ce sacrifice, ça en est un, la boîte que vous développez aujourd'hui ne pourrait pas être ce qu'elle est et avoir avancé aussi vite en seulement quelques mois par rapport à ce que vous aviez fait dans le passé. C'est très juste. Moi, je fais un gros travail sur moi à chaque étape. J'apprends tout le temps. Et c'est vrai que pendant des années, on a eu beaucoup de succès. Et c'était le premier échec. C'était le premier vrai... Enfin, on en a eu à plein d'étapes, des petits, des loupés, de plein de choses. Mais c'était fermer une boîte, c'était la première fois. Et moi, dans mon imaginaire, success story, etc., c'était très dur d'accepter au niveau de l'ego que c'était la fin d'une aventure. Faire le deuil de cette aventure que j'avais commencé il y a 5 ans. À l'époque, il n'y avait pas d'autres influenceuses qui avaient développé leur marque. Aujourd'hui, c'est un peu plus commun. Et du coup, il y avait cette part d'inachevé. Je n'avais pas pu aller au bout du projet. Mais comme je me documente beaucoup, que je lis, je regarde ce que font les gros entrepreneurs. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est ouvrir des boîtes, des fois t'en fermes. Et c'est pas si grave, en fait. J'ai pris du recul là-dessus. Mais oui, ça a été un deuil au niveau de l'ego. Ça a été un deuil d'un projet que j'ai mené à bout de bras parce que je me suis démenée pour essayer de faire tout toute seule. Et même en plus, j'avais vraiment été au bout des prototypes. Et on allait peut-être enfin pouvoir sortir une co. Et je savais qu'elle allait marcher, qu'elle allait se vendre, mais on n'avait pas assez de pièces pour gagner 10 000, 15 000 euros. Saul n'était pas rentable. On l'a clôturé avec des dettes. Et parce qu'on investissait dedans, mais elle n'était jamais rentable. Le vêtement, le textile, c'est très difficile. Les produits physiques, les tailles, les stocks. C'est moins dur de faire du merch ou un produit, même si on avait vendu que des tapis, mais ce n'était pas le projet. Nous, on a une vision, on ne veut pas juste vendre 10 000 tapis et c'est tout. On aurait fallu faire une boîte entière pour aller démarcher les concurrents asiatiques, les machins, les décathlons. Et on n'avait pas envie de se mettre sur 2 gros projets en même temps. Donc oui, heureusement qu'on a clôturé Saul, on a libéré de l'espace mental, mais ça a été dur de me dire que j'ai fait 1 an et demi de prototypage pour que ça ne sorte pas. Ça a été... Et là, je me suis dit, en plus, vraiment, Justine, tu mets vraiment pas ton énergie au bon endroit. Tu as mis 1 an et demi à mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie par semaine. Pour au final, vraiment, j'ai vraiment appris de chaque étape. Et je continue d'écouter encore des podcasts comme le tien. Je lis beaucoup, j'apprends, je me dis comment ça se passe chez les autres, comment est-ce qu'ils font, quelle vision ils ont. Est-ce que c'est si grave que ça et tu remets après les choses dans une vision entrepreneuriale qui sort de l'ego de l'influenceur. Maintenant que vous avez bien structuré les choses et que vous continuez à le faire d'ailleurs, parce que ça ne s'arrête jamais, vous êtes combien dans l'aventure? Tu parlais de ces 1000 mètres carrés notamment. J'ai vu dans 2-3 de vos stories, notamment celle de Thibaut, les bureaux, le mur des coachs, les réunions, les collaborateurs, etc. Donc c'est une vraie aventure entrepreneuriale au sens propre du terme. Également récemment, et on va en parler, le changement de nom et toute une campagne de communication autour de ça. Combien vous êtes dans cette équipe? Alors, quand on a commencé, on n'était pas beaucoup. Parce que justement, les premiers salariés qu'on a eus, ils étaient avec Soul Training et pas avec l'application. Donc, on avait Julien, qui était un des premiers, qui travaille toujours aujourd'hui avec nous, qui est aussi parmi les proches de Thibaut, qui est un cousin de Thibaut. Et les premiers salariés qu'on a eus, c'était des gens qui nous ont rejoints de notre entourage, comme pas mal d'entrepreneurs, pardon. Parfois, tu prends les gens qui sont un peu autour de toi, qui veulent embarquer dans l'aventure. Et après, on a grossi, on a eu le projet d'augmenter les stocks. Donc, on avait pris un local très grand, 1000 mètres carrés. On avait plein d'ambitions pour la marque de vêtements. Mais ces 1000 mètres carrés nous ont finalement pas fait pour la marque. On s'est dit, on va y mettre des bureaux aussi. On avait pour projet, de toute façon, dans la tête, de développer une application. Donc, ça se prévoit 1 an et demi, 2 ans en avance. Donc, c'était dit, on va mettre des bureaux, des studios de tournage. Et puis, en fonction de comment l'un ou l'autre évolue, on ajustera. Mais on n'était pas beaucoup. Pendant les 3 premières années de l'appli, on était 5-6 en interne. Et on avait toujours eu une belle équipe d'externes, des collaborateurs externes. On avait une CM très compétente qui travaille maintenant avec nous que sur la publicité. Et on a un studio de marketing un petit peu à Lyon, pour l'anecdote. Donc le studio, il avait commencé avec le gérant. Il s'appelle toujours Jean-Fred. C'est lui, il a commencé à travailler avec Thibaut avant que je le connaisse. Ça va faire 10 ans qu'ils travaillent ensemble. Et quand nous, on a commencé à se développer, son agence, à lui, s'est développée. L'agence Ebol, à qui je passe le bonjour. Mais aujourd'hui, ils sont une dizaine aussi, dont on est un de leurs plus gros clients. Ils se sont développés sur plein d'accès, ils ont plein d'autres clients, etc.
Mais c'est marrant, on a grandi vraiment ensemble, eux comme nous. Et c'est des collaborateurs très très proches et très impliqués au point que vraiment ils bossent avec nous presque comme si ils étaient avec nous au quotidien, quoi. Donc ça a ses limites sur certains aspects. Mais leur engagement et leur fidélité depuis tant d'années font qu'ils nous connaissent très bien, ils connaissent très bien le produit. Et ils sont très engagés avec nous. Donc on a aujourd'hui une équipe de salariés de 20-25 personnes. Là, ça dépend entre les arrivées et les fluctuations, mais 20 personnes de salariés. On est passé quand même de 5 à 20 en l'espace d'1 an et demi. Et on a une quinzaine d'externes, entre les développeurs bonus, etc., les CM et d'autres intervenants, les stylistes culinaires, des gens qui sont plus en freelance parce que c'est plus stratégique de les avoir en freelance, photographes, etc. Mais qui sont vraiment, c'est des gens avec qui on travaille tout le temps en fait. Et vous avez recruté toutes ces personnes vous-même ou avec cet RH? Comment ça s'est passé? Parce que le processus de recrutement, c'est de loin pas une mince affaire. C'est une vraie compétence, c'est un vrai métier. Mais en même temps, je pose cette question parce que la plupart des entrepreneurs déjà ont de la peine à trouver des candidats. Et quand on a de l'influence, quand on a une communauté de plusieurs millions de personnes, on pourrait avoir la facilité de se dire « bon, je fais une story, je fais une annonce, je vais avoir 100, 200, 500, 1000 CV, 10 000 CV, que sais-je. Et puis on prendra le meilleur, puis on va trier tous ces CV. » J'imagine bien que ce n'est pas forcément ce que vous avez fait, ou en tout cas pas pour tous les postes, parce que ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous y êtes pris? Quels sont les challenges auxquels vous avez fait face lorsque vous avez structuré cette entreprise? Parce que 15 à 20 recrutements en 1 an et demi, c'est pas anodin, c'est beaucoup de structuration, ça change une culture d'entreprise, il y a plein de process à mettre en place, tu en as parlé, de la structuration et autres. Comment vous avez fait? Au début, on a fait des erreurs. Les premiers recrutements, on n'avait pas notre RH. Les premières années, quand je t'ai dit qu'on a vivoté entre 3 et 5 salariés, on a fait des erreurs de recrutement parce qu'on a voulu justement, par exemple, pour 2 postes, notamment CM, Community Manager et vidéaste, par exemple. C'est des métiers qui sont liés aussi à l'influence, donc je voulais des profils de gens qui peut-être aussi connaissaient un peu ce milieu-là pour la facilité du montage. Donc on a fait des annonces publiques et on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait des gens qui étaient attirés pour les mauvaises raisons. Donc c'est des gens qui ne sont pas forcément restés, etc., qui ont fait un temps chez nous et puis qui ont poursuivi d'autres projets, etc. Mais après, on s'est dit rapidement que pour certains postes, on avait besoin d'un recrutement plus classique, plus sérieux, où les gens ne connaissent pas forcément les patrons en tant qu'influenceurs sur les réseaux, qui est pas cette... Après, c'est pas, on va dire, rédhibitoire si la personne connaît nos réseaux. Au contraire, s'il connaît l'entreprise, c'est bien. On ne va pas non plus juger sur le fait qu'ils ne nous connaissent pas, par exemple. On ne fait pas de ségrégation au following ou même au sport dans les recrutements, mais on est passé par du recrutement classique. Parce qu'on a plein de postes qui ne nécessitent absolument pas d'être partagés sur les réseaux. Ils sont publics, certains, sur le site. Mais après, sinon, c'est beaucoup de cabinets de recrutement. On ne fait pas 10 000 étapes, mais on fait quand même des sélections. On dit très précisément de quoi on a besoin. Et comme on est une société avec un fonctionnement hyper agile, on a besoin de gens qui sont très flexibles. On est un peu une société, comme on va chercher de la part de marché et du terrain, nous, ça bouge chez nous. On n'est pas une société qui détient 60% du fitness mondial et qui est un peu tranquille dans ses baskets. On a besoin d'aller chercher du terrain, donc nous, on a besoin d'être agile en permanence, de se retourner sur absolument toutes les tendances, sur un loupé, sur une campagne. Donc on a besoin de gens qui arrivent à être agiles aussi, avec qui on peut travailler, qui vont aimer aussi cette méthode de travail-là. Donc voilà, on fait appel à des cabinets pour retrouver les bons profils au bon endroit. Et surtout, nous, on fait très attention à tous les rencontrer parce qu'on met un point d'honneur, on est une petite équipe, à ce que les gens, ça fit entre eux. Ils vont plus vivre ensemble que nous, on va vivre avec eux, parce qu'on bosse aussi beaucoup à la maison avec Thibaut. Et du coup, c'est très important qu'ils s'entendent bien pour qu'il y ait une bonne ambiance au travail, qu'il y ait une bonne entente. Après, les gens, ils s'aiment pas, c'est pas grave, c'est la vie. Mais c'est très important pour nous, dans le recrutement, le savoir-être et le fait qu'on sait on n'a pas recruté quelqu'un qui foutra vraiment une mauvaise ambiance avec les autres, même s'il est très compétent sur son truc, quoi. Ouais, point très important, les soft skills, avant même les hard skills, pour pouvoir faire en sorte que tout fonctionne en harmonie. Récemment, vous avez changé de nom. C'est pas non plus anodin, ce genre de choses. C'est un vrai repositionnement global. Quelles ont été les motivations? Pourquoi ce nom spécifiquement? Quels avantages derrière? Peut-être une vision de développement plus globale, internationale ou autre? Hâte d'avoir ton point. Il faut savoir qu'à la base, l'application s'appelait Fit Fight Forever. Ouais. Fit Fight Forever, pour l'histoire, c'était le slogan que faisait Thibaut dans son programme au tout début.
C'est aussi le nom de ses livres de recettes. Il a fait un des premiers influenceurs food masculins en 2016-2017 à faire des livres de recettes. C'était le premier. Avant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun, beaucoup plus normal. Et on a connu une folie sur ces livres. Il en a vendu plus de 600 000 exemplaires. Et je pense qu'il en a dû en parler pendant votre podcast. Ouais. Et ça a profondément marqué notre communauté. Et le gros slogan, c'était « Fit Fight Forever ». Et nos programmes phares qui ont marché pendant des années s'appelaient les My Fit Challenge. Il y avait un petit jeu de mots avec le fit, F-I-I-T, avec le hit. Et du coup, on s'est dit, bon, on veut vite lancer notre appli parce qu'il faut être dans l'action. Et on ne savait pas quel nom faire. Donc, on a voulu se dire, c'est pas grave. Il y a des gens qui réfléchissent trop pour lancer des projets, des boîtes, etc. Le nom parfait, ils mettent 10 ans à savoir élaborer. On a lancé avec Fit Fight Forever. Le nom n'était pas protégé. Mais c'est pas grave. On a lancé, on s'est dit, on y va. Tout sera modifiable un jour peut-être. Et ça a commencé avec Fit Fight Forever. Et ça a été le nom de l'appli jusqu'à il y a encore 6 mois. Sauf que un nom de marque, c'est hyper important. On le sait. Fit Fight Forever, c'est trop difficile à retenir. Les gens ne l'écrivaient jamais bien. On n'était pas bien référencé. Je te le dis à l'oral, il y a 80% de chances pour que tu ne te souviennes même pas du nom dans 5 minutes. Je te dis, c'est quoi le nom de mon app? Il y a très peu de chances que tu le dises. Même nos proches, ils disaient Fit Flight Forever. Enfin, c'était très difficile. Et donc, on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas rester avec ça. Et il y avait pas on n'avait pas réussi à poser le fit parce qu'il y avait une autre appli qui s'appelait Fit. My Fit Challenge, Fit Fight Forever, on a essayé pendant des années, mais du coup, on n'était pas protégé. On s'est dit, pour notre développement, ça fait trop de points négatifs. Mais c'était la boule au ventre. Hein. Vraiment, ça a été stressant ça a été une grosse prise de risque. Ça faisait 3 ans qu'on existait, le peu d'articles qu'il y avait sur nous, le peu de référencement sur le net, etc., les stores, tout était à Fit Fight Forever. Toute la DA, absolument tous les gens connaissaient Fit Fight Forever. C'est très dur de se dire comment ça va se passer si on change de nom. Mais heureusement qu'on l'a fait au bout de 3 ans et que maintenant on commence à aller voir les médias, à faire des podcasts, etc., avec le nouveau nom. Fort heureusement, on s'est dit c'est maintenant qu'il faut le faire et pas dans 3 ans. C'est là pour avoir un nom plus court, plus moderne, plus dans l'air du temps, plus mainstream, qui va toucher plus de monde, parce que Fit Fight Forever, c'est agressif, quoi. Il y a le fight, le sport pour nous, c'est plus un combat, quoi. C'est un lifestyle. Et du coup, Gritty, c'est quelque chose d'assez neutre, qui n'a pas de signification, et qui, en plus, on a travaillé avec comment ça s'appelle, les agences, tu sais, de naming à Paris. Pendant 1 an, on a travaillé sur les namings, ils ont fait plusieurs propositions. Gritty a un petit côté sport, un petit rappel avec le sport. Dans le milieu fitness, ceux qui ont fait un peu des cours en salle, ils ont fait des cours qui s'appelaient le Grit à l'époque. C'était les premiers hits en salle, donc c'était un petit clin d'œil. Et le Y pour donner un peu plus d'élégance. Et donc c'est un nom assez retenable, qui marque les esprits, avec le G au départ, comme Galice et Geoffrey, malgré tout, c'est bien tombé. Et c'est pour ça qu'on est parti sur Gritty, plus court, facilement reconnaissable, identifiable, qui marque les esprits, qui se démarque un peu de tous les noms un peu longs qu'il y a dans le fitness et qui peut ouvrir beaucoup plus de perspectives. Mais c'était une grosse prise de risque pour nous. On y croyait, on y est allé, on s'est dit tant pis, il faut le faire. Si on veut survivre, si on veut se développer, on est obligé. J'entends aussi dans le propos une volonté de désolidariser la marque de l'image de ses fondateurs, donc que ce soit toi ou Thibaut. Beaucoup pourraient faire l'inverse. Bon, après, vous l'avez fait pendant des années, utiliser cette visibilité, cette audience pour développer cette partie business aussi. Pour autant, là, il y a cette volonté de lancer Gritty, d'utiliser des canaux de communication plus traditionnels tels que la presse, les médias, éventuellement certains podcasts ou autres. Ce point-là, il est hyper intéressant parce que finalement, ça dénote aussi la volonté de créer un vrai business, une vraie entreprise valorisée et ne plus faire en sorte qu'elle dépende de la marque. Comment tu trouves cet équilibre? Comment vous trouvez cet équilibre aujourd'hui entre, on a une audience, on continue à la développer, parce que c'est un vrai actif, c'est un vrai asset et c'est un vrai plaisir aussi, ça fait partie de tes passions, de tes envies du quotidien. Mais on accepte de ne pas mettre un focus sur le fait de noyer l'audience dans des messages commerciaux liés uniquement à la marque ou à d'autres choses. Au niveau de la communication, tu parles de Gritty. Ouais. Je pense que c'est important de garder des égéries. Toutes les marques rêvent d'avoir des égéries. On a la chance d'avoir une marque qui est créée avec des égéries, par des égéries. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de marques créées par des grosses personnalités publiques. Je vais prendre un exemple assez récent qui parlera à une audience féminine. C'est la marque de Hailey Bieber, Rhode. C'est une marque de cosmétiques. Et en fait, elle l'a revendue, mais elle est toujours l'égérie de l'entreprise parce que c'est comme ça que les gens achètent sa marque, qu'elle a été valorisée.
Énorme valorisation. D'ailleurs. Énorme valorisation à plus d'1 milliard, je crois. Mmh. Même si elle n'est pas la seule actionnaire dans sa boîte et qu'elle s'est très bien entourée. Et ben, nous, l'idée, c'est pas qu'on disparaisse de Gritty. C'est-à-dire que nous, le but, c'est qu'on le développe et que le produit, après, soit tellement bon, que les gens l'aiment tellement, le produit, qu'ils ne l'achètent pas que pour nous. S'ils l'achètent parce qu'ils nous connaissent, que ce qu'on vend en termes de messages, ça leur parle, que le produit leur parle, si nous, on peut arriver à utiliser notre levier d'influence pour faire connaître notre produit, ben on va l'utiliser jusqu'au bout et on va l'utiliser pendant 10 ans, 20 ans s'il faut, il n'y a aucun souci. Mais l'idée, c'est aussi de se dire que Gritty soit plus que ça. Ne soit pas plus du tout Justine et Thibaut. On y a réfléchi, se poser la question à un moment donné, mais ça ne se fait pas comme ça. Justement, sans apport, sans aide extérieure, sans connaître personne, sans se développer, sans rien. En bootstrap 100%, c'est très dur de faire en sorte que ton produit, qui n'est pas un produit tech innovant, qui révolutionne ton marché, tu ne vas pas inventer un truc qui n'existe pas, quoi. Donc ton produit, il est dans un marché très concurrentiel. Donc garder ses égéries fortes, c'est important. Complètement. C'est quoi le modèle économique? C'est de l'abonnement? C'est un paiement unique? Comment ça marche? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que Gritty propose à ses clients? En plus, on n'a que des entrepreneurs qui nous écoutent. Souvent, l'entrepreneur, il va aussi faire beaucoup de sport, ou en tout cas comprendre que le sport peut être un atout. C'est mon cas. Moi, je fais du sport pour 2 raisons. Le premier, c'est parce que j'adore manger. Le deuxième, c'est parce que sans ça, je ne pourrais pas être aussi performant dans le business. Donc, c'est vraiment capital. Que propose Gritty? Comment ça fonctionne? Quel est le modèle économique? Alors Gritty, c'est une plateforme de sport et de nutrition. Donc dessus, on a plus de 85 programmes, on a 16 coachs, on a une vingtaine de disciplines maintenant. Donc les gens ne vont pas retrouver que Justine ou que Thibaut. On a des professeurs spécialisés dans leur domaine parce que je ne suis pas professeur de pilates, je ne suis pas experte en crossfit, je ne suis pas prof de boxe. Donc en fait, on a plein d'intervenants à l'intérieur qui vont pouvoir parler à tout type de profil. Moi, je suis une égérie féminine, donc je vais porter aussi à mon audience féminine. On va apporter plein de choses pour les femmes qui ont, tu sais, toutes les hormones qui sont différentes des hommes, mais on a aussi de la musculation en salle. On a des cours de boxe, on a des programmes très confirmés aussi avec des coachs hommes. On a beaucoup de programmes débutants, intermédiaires confirmés, mais on fait beaucoup de sport à la maison. C'est beaucoup l'accessibilité du sport à la maison et surtout l'accessibilité en termes de prix. Nous, c'était très important que Gritty ne soit pas une plateforme élitiste, que le produit ne soit pas un produit de luxe. Et j'ai eu plein d'anecdotes dernièrement qui m'ont confirmé que notre vision, c'est ça, c'est de faire en sorte que Gritty soit un produit mainstream et un produit qui va correspondre à tous les besoins. On n'est pas que du fitness, on n'est pas que du HIIT, que du renfort. Moi, j'en parle beaucoup parce que c'est ce que je fais et que les gens se projettent sur mon physique, donc ils aiment bien faire ce que je fais. Mais on a du pilates, on a du yoga, on a de la méditation et on a beaucoup de food. On est très, très fort en nutrition. On a développé toute une tech. Par contre, on a intégré beaucoup de tech à l'intérieur du produit. Et en général, quand les gens nous testent, ils disent « Ah, je ne pensais pas que c'était comme ça ». Pensent qu'on a une app comme toutes les filles qui ont une petite app à elles, etc. Et les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a dans Gritty, qu'il y a 30 personnes, qu'il y a de la tech, etc., qu'on intègre de l'IA, qu'on bosse avec les nouvelles technologies, qu'on vraiment on veut développer quelque chose de puissant. Et la nutrition, c'est personnalisé, tu as 1200 recettes, des recettes familiales, des recettes pour très sportifs, et les quantités et les macros sont ajustés en fonction de la personne, du métabolisme. Tu prends ton app, je prends mon app, on n'a pas du tout ni les mêmes programmes conseillés, ni la même nutrition, ni les mêmes calories, ni rien. Ça, c'est la personnalisation au sein d'une plateforme mainstream. Donc finalement, tu télécharges l'application, tu crées ton profil sur l'application, tu payes un abonnement mensuel ou annuel. Abonnement. Voilà, abonnement. Et du coup, par rapport à ça, il y a plein de propositions qui me sont faites selon mes objectifs, selon mes envies, selon mon métabolisme, etc. Et le modèle économique, tu me demandais, je crois. Nous, on est sur un système par abonnement. D'accord. L'idée, pour l'instant, c'est de faire, je crois ça dépend des périodes de promo, mais on est sur le mensuel, l'annuel et le triannuel. Actuellement, au moment où on tourne, on est en période de promo, donc on a, en fonction des moments de l'année, des promos qui sont un peu plus focus sur une offre qu'une autre. Mais en gros, dès le moment que tu es abonné, tu as accès à tout. Et normalement, en dehors des périodes de promo, tu as 7 jours d'essai pour découvrir l'appli avant de t'engager. Ok, hyper clair. Et justement, au niveau d'un point que tu viens d'évoquer, tu dis l'accessibilité, c'est important pour nous. Alors, l'accessibilité au niveau du prix, j'entends. L'accessibilité au niveau aussi, j'imagine, des profils, qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait envie de prendre du poids, perdre du poids, peu importe. Et l'accessibilité au niveau de la diversité de ce que vous proposez, que ce soit en food, mais que ce soit en sport également. Tu as cité du pilates, de la boxe, de la musculation et j'imagine plein d'autres choses. Est-ce que ce n'est pas compliqué, justement, d'un point de vue marketing, d'un point de vue message, d'un point de vue positionnement, de réussir à développer et faire de l'acquisition client quand on n'est pas spécifique? Et comment on fait finalement? Parce que souvent un conseil que beaucoup de gens donnent, beaucoup de gens partagent
et qui est très vrai à certains égards, c'est soyez spécifique auprès de votre cible pour pouvoir développer un axe. Vous, comment est-ce que vous trouvez cet équilibre entre le fait de finalement vouloir aider tout le monde et vouloir démocratiser à ce point-là le sport? Parce qu'on dit souvent, si tu veux aider tout le monde, tu pourras aider personne. C'est une vérité, c'est sûr, et c'est quelque chose où on continue de travailler justement avec nos équipes, on continue de travailler dessus. Et c'est très difficile, parce que autant c'était très facile de vendre un MyFit il y a 6 ans, parce que c'était un challenge one shot, que tu payes une fois, que tu gardes, c'est 6 semaines, la promesse elle est unique, que là on a une promesse qui est beaucoup plus large, mais il y a des nouveautés chaque mois, maintenant on a même 3 à 4 programmes qui sortent chaque mois, donc tu vois aussi pour faire la com de 3-4 programmes différents, c'est difficile. La promesse de Gritty, elle est simple, c'est qu'avec Gritty, tu vas avoir des résultats. Quel que soit le programme, la nutrition, le message global, et on s'est recentré avec Thibaut là-dessus, c'est les gens, ils téléchargent une app de fitness, pourquoi? Oui, pour prendre soin de leur santé, etc. Mais il y a toujours une part d'objectif. On sait que la prise en main physique en France, il y a de plus en plus d'obèses. On a fait des études avec des cabinets d'études, etc. On sait qu'il y a la charge mentale, les gens n'ont pas le temps de s'entraîner, ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Donc au sein d'une app, tu viens aussi pour te reprendre en main pour ta santé ou pour des objectifs physiques. Et on sait que de toute façon, quel que soit le programme ou autre, c'est pas tant le programme ou le contenu qui va venir déclencher le fait que les gens vont venir sur Gritty. Ils viennent sur Gritty parce qu'ils veulent des résultats et parce qu'avec Gritty, ils auront des résultats. Ils auront des résultats physiques, prise de muscle, perte de poids, gain de tonus, amélioration de la santé, de l'hygiène de vie. Moi, je suis malade cœliaque, je suis allergique au gluten. Tu viens, tu as des recettes sans gluten, des recettes végé, des recettes familiales, anti-inflammatoires. Tu vas améliorer ta santé, tu vas améliorer ton lifestyle et tu vas intégrer des choses qui sont faciles dans ton quotidien. Et donc Gritty, c'est ça le message quand on fait des promos. Et on attire par les résultats la transformation physique parce qu'on a, comme je l'ai dit en intro, enfin, comme tu l'as présenté, depuis les MyFit, c'est des centaines de milliers de personnes qui se sont inscrites, qui ont payé des abonnements et qui ont eu des résultats physiques. Tous ne partagent pas leur transformation parce que tout le monde ne veut pas être public, mais les gens viennent parce qu'il y a des résultats, parce qu'ils ont entendu quelqu'un qui a eu l'appli, qui a eu des résultats. Ah, c'est quoi ton appli? Fais voir c'est quoi. Ah, je vais découvrir, je vais essayer. Hop, moi aussi, je veux aussi les résultats comme ma cousine qui a perdu 15 kilos. Ah, bah, j'y vais. C'est ça, les déclencheurs. Et après, tu vends à tes offres. Voilà, les gens, ils testent. C'est très important qu'ils testent aussi un peu le produit pour se rendre compte si c'est facilement mettable dans leur quotidien. Et c'est là que nous, après, on intervient chez Gritty avec l'expérience de 10 ans. On sait de quoi les gens ils ont besoin. On est issu du secteur. C'est pas comme les grandes firmes qui t'ouvrent une app et puis ça ne te correspond pas parce que c'est pas des gens qui sont passionnés par le milieu. Et justement, la pluralité de contenu fait que tout le monde arrive à s'y retrouver. Et là, on a sorti des programmes running. Tu vois, c'est pas que de la maison. Les gens, ils courent, ils ont un audio de coaching dans leurs oreilles, par exemple. Ok, excellent. Et justement, par rapport à cette croissance, cette volonté d'avoir encore plus d'impact, il y a aussi les canaux d'acquisition. Tu en parlais très rapidement. Donc certes, il y a le côté ambassadeur de marque, égérie, pour reprendre ton terme. Et est-ce que vous faites aussi de la publicité sur Facebook, ce genre de canaux d'acquisition en parallèle? Si oui, lesquels? C'est aussi tout un monde. Et pourquoi je te pose cette question? C'est parce que souvent, j'ai eu tendance à identifier, ou même certains influenceurs, créateurs de contenu qu'on a eu sur le déclic, qu'ils avaient cette difficulté parfois à accepter d'acheter du trafic et de ne plus être uniquement celui qui provide le trafic. Ah, que organique, tu veux dire? Que organique, ouais. Et du coup, le message, et c'est pour ça que ça me fait plaisir de voir cette réaction, parce que finalement, tu ne peux pas scaler et tu ne peux pas croître si juste tu comptes sur ton organique. Oui, bien sûr. Nous, maintenant, grâce à la mise en place, la croissance, on met des budgets pub très importants. Hein. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros pour qu'on puisse être visible, rattraper le fait qu'on a changé de nom aussi. On fait un travail avec la presse, mais pas forcément en achetant des articles, mais plutôt en essayant de créer de l'organique. Mais après, le reste, la publicité sur le web, mais c'est un monde ouvert. C'est un monde qu'on maîtrise, on connaît notre cible, on peut la cibler sur absolument partout. Après, on s'améliore. Hein. On a de plus en plus d'équipes marketing qui sont « OK, il y a ça qui a marché ». Maintenant, on a suffisamment de monde et de capacité pour pouvoir faire de l'analyse maintenant de données marketing, chose on n'avait pas le temps de faire avant, on n'avait pas les personnes pour faire ça. Mais encore heureux qu'on n'est pas basé que sur Thibaut et moi, d'autant plus que Thibaut n'est plus sur Instagram depuis 1 an et que moi, je n'étais pas sur mes réseaux pendant des mois. Donc, heureusement, et puis, voilà, et des gens, ils nous connaissent, mais beaucoup de gens connaissent mon compte, mais ne savent pas que j'ai une appli. C'est quand même incroyable. Donc, il faut qu'on ait de la pub. Et même, l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de publicité. Mais pour ça, il faudrait avoir un peu plus de cash, quoi. Donc, non, on investit beaucoup. Puis, il y a des fois où la pub est à moins marché, donc on est moins rentable. Mais c'est pas grave. Il faut qu'on soit visible.
Et ça serait une aberration de compter sur l'organique uniquement. Facebook, Insta, et des fois, ils nous trouvent des trucs que même moi, je ne connais pas. Et c'est très, très bien, l'équipe marketing. Ils développent vraiment en interne tous les canaux qu'ils peuvent voir, toutes les nouvelles choses qui sortent avec les IA, les analyses de données. On se met à la page. Mais moi, je ne maîtrise pas tout, tu vois. C'est des gens qui maîtrisent un peu plus, qu'on a recrutés pour ça, et donc qui vont faire ce travail-là, des fois bien, des fois moins bien. Mais ouais, ça me choque que tu me dises qu'il y a des gens qui... Mais tu vois, c'est ça, quand je te dis que les influenceurs, ils n'ont pas de vision, enfin, pas tous, ils n'ont pas de vision. Ils pensent que juste leur notoriété suffit. Et basé, même, tu vois, des influenceurs qui sortent des projets, mais qui pensent que parce qu'ils ont 3 millions d'abonnés, ça va se vendre. Mais leur produit, il répond à aucune demande. Il n'y a pas de demande, il ne répond pas à un besoin, leur produit spécifiquement. Ils veulent lancer plein de choses. Alors c'est très bien, hein, ça se trouve, ça a marché. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de vision derrière à grande échelle, donc ça se trouve, ça leur convient. C'est vrai que nous, on avait voulu voir vraiment plus en profondeur, quoi. Complètement. Je reviens sur la partie création de contenu. Ouais. Donc, récemment, tu as trouvé du temps, tu as pu déléguer, tu as pu structurer pour pouvoir te reconcentrer sur quelque chose qui te passionne, qui te stimule et qui te nourrit, j'imagine aussi, énormément. Tu as toujours ce rapport à tes réseaux, comme tu citais au début d'épisode, en mode journal intime ou pas? Non. Okay. Je suis chef d'entreprise maintenant. Et qu'est-ce qui a fait le déclic, qu'est-ce qui a fait le switch entre ce rapport journal intime, créatrice de contenu influenceuse et chef d'entreprise? En fait, je vais te dire, il y a deux côtés. En vérité, il y a eu, quand on a commencé à recruter, je ne peux pas montrer mes biens matériels. Donc, j'ai beaucoup plus de réserve là-dessus. Je ne peux pas étaler ma réussite en disant « Regardez, je suis une business girl, regardez ma voiture, regardez ma maison, regardez mes sacs de luxe. » Non, je reste relativement discrète. Parce que je veux que ça se passe bien avec mes équipes, parce qu'il n'y a pas que les abonnés qui regardent, il y a les salariés aussi. J'ai eu envie aussi que ma boîte soit prise au sérieux, donc surtout moi en tant que femme, une blonde qui vient gérer des équipes avec parfois des managers qui ont 2 fois mon âge, ou alors des salariés niveau classique qui ont proche de mon âge. Comment tu trouves ta légitimité, tout ça, en allant faire la femme sur les réseaux? Mais mes équipes, maintenant, ils ont l'habitude, ils savent faire la part des choses, ils me respectent très bien vis-à-vis de ça. Ils savent que sur les réseaux, c'est de la mise en scène, c'est de l'amusement aussi, mais que c'est au service des fois de la boîte, et puis des fois c'est au service de mon compte qui sert aussi la boîte. Et après, là récemment, on a eu un deuxième déclic, pour le coup, inverse. C'est très, je vais jauger entre les deux. C'est-à-dire que je ne peux pas faire n'importe quoi, sachant que je suis PDG. Je ne peux pas prendre des prises de position et autant claquer mes opinions sur tout et rien, péter des coups de gueule sur TikTok pour faire des millions de vues, si ça va desservir ma boîte. J'ai pas envie de ça, c'est pas ce que je recherche. Donc les vues pour les vues, j'ai mes limites. Par contre, je me suis beaucoup mis de barrières pendant quelques années, au début de l'appli, tout ça, que j'ai moins là depuis 1 an. Pourquoi ? Parce que je me suis dit justement, on va aller chercher un peu voir un peu des investisseurs, des banques, etc. Et j'étais sur un mode assez sérieux sur mon compte. Je montrais un peu plus de business, je faisais des contenus où j'étais beaucoup plus habillée, je jouais moins les codes du fitness, ça marchait moins sur les réseaux, on va pas se mentir. Et on se prenait quand même des portes. Quand on allait faire des rendez-vous, on était en costume, on était sérieux, on est avec une équipe, on veut être pris au sérieux, même si voilà, c'est le jeu du business. Et malgré ça, en fait, on se rendait compte que Thibaut, il n'avait plus ses réseaux, il voulait plus être le mec torse nu qui fait des pancakes. Mais du coup, on s'est rendu compte que même comme ça ne changeait rien. On était issus d'Internet. Et c'était comme ça. Donc je me suis dit, finalement, je vais continuer de jouer des codes qui me servent, qui me servent dans l'influence, qui vont servir ma boîte, parce que toutes les boîtes qui marchent, c'est Duolingo, Intermarché, là, le Pont Labbé, là, tout ça, là, ils font que ça, des contenus qui font rire, qui sont pas sérieux, qui sont un peu guignols, entre guillemets. Mais c'est ça, les réseaux aujourd'hui, c'est du divertissement, c'est du partage de connaissances avec de la mise en scène, etc. Et j'aime ça. Et je m'en étais éloignée, je me l'étais freinée. Donc je fais attention à ma vie privée. Je ne mets pas très peu Thibaut en scène dans mes stories. On a une vie... les gens voient mon quotidien, mais pas mon intimité. Surtout aussi tout ce que je fais tout le temps, mon emploi du temps, mes salariés, je n'ai pas envie qu'ils sachent, qu'ils se fassent des idées bêtement ou que ça nuise à l'ambiance de la société bêtement, en fait, juste pour étaler. Mais sans se cacher non plus. Mais je n'ai pas envie non plus de me dire, en fait, il faut que je devienne hyper sérieuse pour la boîte et tout, et qu'au final, je me fasse encore avoir, alors que j'ai de l'influence, que je fais jouer des codes, que j'adore ça. Maintenant, je suis retournée faire ce que je sais faire de mieux et je suis sûre que ça me servira plus puisque personne ne vient, pour l'instant en tout cas,
à nos côtés, eh ben, on va continuer de faire notre chemin tout seul avec ce qu'on sait faire, ce qui nous a amené jusque-là. Complètement. Tu dis, c'est ça aujourd'hui les réseaux. Ça fait plus de 10 ans que tu es sur les réseaux. Ça a énormément évolué. Il y a eu de nouveaux réseaux, il y a eu de nouvelles fonctionnalités, il y a eu énormément de choses. Il y a eu plein de nouvelles personnes, nouveaux acteurs qui ont rejoint les réseaux et qui ont développé des plus ou moins grandes audiences. Tu as d'anciens qui ont arrêté, qui ont repris, enfin, etc. Il s'est passé plein de choses. Aujourd'hui, avec ton recul, ton expérience sur les réseaux, c'est quoi ton analyse globale de ce qui fonctionne pas, des bonnes pratiques, par rapport d'une part au quotidien d'une personne qui a pu créer une communauté de plus de 2 millions de personnes sur ces réseaux, mais aussi peut-être pour des entrepreneurs qui veulent s'y lancer, qui veulent s'y aventurer, pas pour devenir créateur de contenu influenceur, mais plus dans une volonté de développer leur personal branding et donc de l'utiliser comme levier pour développer leur business ou attirer des talents. Eh ben, je pense avant tout que le Insta d'il y a 10 ans, et c'est plus du tout celui d'aujourd'hui, j'ai envie même de dire celui du confinement, c'est plus celui d'aujourd'hui, celui d'il y a 3 ans, c'est plus celui d'aujourd'hui. Le réseau social d'aujourd'hui, c'est la mise en scène. Si tu es un PDG qui a une posture très à l'ancienne, très classique, il faut accepter d'aller sur les réseaux et de jouer le jeu. Il y a une vraie volonté de se dire on est fait pour ça, on n'est pas fait pour ça. Il y a des entrepreneurs qui cartonnent sur le net parce qu'ils ont compris et parce que c'est leur truc. Et qui vont aller chercher, comme des Kelly Massol, les réseaux qui aiment partager et qui vont être d'abord entrepreneurs à la base et qui vont se mettre à être influenceurs malgré tout. Hein. Tu développes ton personal branding, mais tu es là pour créer de l'influence. Alors pas pour faire des partenariats, des placements de produits, mais tu vas développer ton influence pour ton aura, pour ton business, pour faire des connexions, pour faire d'autres choses. Et maintenant, il y a plein de métiers hyper conventionnels, les médecins, les kinés, les politiques qui sont sur TikTok et compagnie, parce que c'est là qu'il faut être. Aujourd'hui, quelqu'un, même tu vois, des PDG que tu n'avais jamais vu leur visage depuis 50 ans, qui sont à la tête de licornes, d'énormes structures et tout, ils sont un peu plus visibles. On sait qui c'est. Certains, ils se montrent, ils se mélangent, ils viennent faire des podcasts. Tu ne les voyais pas. Avant, ils avaient peur, ces gens-là. Et maintenant, ils se rendent compte que voilà, les entrepreneurs qui, eux, se servent des médias sociaux, c'est eux qui ont tout compris. Et on en a besoin pour lever des fonds, faire des investisseurs. Et puis, il suffit que la personne, elle buzz un peu, etc., qu'elle ne soit pas insipide, qu'elle accepte de se mettre en scène. Et là, de jouer le jeu, il se passe des choses incroyables. C'est quoi les codes? Comment on fait pour créer du contenu qui fonctionne? Parce que c'est un vrai métier. Je dirais même que au-delà du métier, il y a aussi le côté créatif, il y a aussi le côté passion. Ça ne s'invente pas, faut un peu l'avoir en soi. C'est pas juste lis un script, monte comme ça la vidéo, etc. Sinon, ça pourrait se déléguer facilement, on en a parlé au début. Comment on fait? Il faut... alors moi, j'ai une technique, moi personnellement, que je peux partager, parce que je pense que je ne peux pas parler au nom de tous les créateurs de contenu. Bien sûr. Il faut en bouffer du contenu. Il faut être dessus tous les jours. Il faut prendre 1 heure, après le café, quand ta tête elle est posée, et tu scrolles. Et tu regardes ce qui peut être pertinent à reproduire pour ta niche. Tu vois les musiques tendances, tu t'imprègnes en fait. Si tu coupes un peu, que tu te mets vraiment dans ta bulle business, et que tu retournes sur les réseaux, tu es à côté de la plaque. Il faut, tu sais, c'est presque formater ton cerveau. Tu fais un reformatage intellectuel, tu t'habitues ta tête, ok. Puis tu testes des choses, tu vois que ça marche pas, tu vois les contenus qui marchent, tu essayes de reproduire. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'être 100% originaux, hein, c'est triste à dire, mais tu peux faire 2 millions de vues avec une vidéo que quelqu'un d'autre a fait. Mais ça a buzzé chez toi et moins chez lui parce que toi, tu l'as mieux fait, tu l'as mieux mis en scène, t'es beau gosse, t'es belle gosse, t'as un détail sur ta veste qui a fait que les gens ils ont tiqué sur des bêtises. Plus c'est simple, des fois, plus c'est bête aussi, c'est triste à dire aussi, mais plus ça marche. Et donc, en fait, il faut regarder qu'est-ce que toi, tu as envie de faire aussi. C'est ce que je dis à Thibaut, qui a perdu un peu le goût des réseaux. Je lui explique comment est-ce qu'il pourrait retrouver sa patte sans faire comme moi, sans faire les mêmes mises en scène, parce que moi, j'adore ça, ça ne me gêne pas du tout de le faire. Mais comment lui, il pourrait retrouver l'envie de partager et de créer du contenu, mais à sa sauce, mais avec ce qu'il a envie de faire dans sa niche ou dans sa spécificité. Il faut regarder. Et tu te dis, je peux peut-être le décliner chez moi. Mais en vérité, il n'y a pas de secret, c'est qu'il faut manger, transpirer. Tu ne peux pas le faire à moitié, Instagram. C'est impossible de... Il faut être dedans. Voilà, faut essayer. Tu as vendu ta boîte, tu as tes dizaines de millions avec toi, ou alors tu es très fort là-dedans, c'est inné, mais tu ne peux pas tout faire non plus, tu dois gérer d'autres. Tu dois le connaître aussi, Alec, avec tout ce que tu fais à côté. C'est dur d'être de partout en même temps. Ouais. Et plus tu es régulier sur les réseaux, alors moi, je n'ai pas le rythme d'autres créateurs de contenu qui passent 3 réels par jour, j'arrive pas. Mais si j'essaye d'être tous les jours dessus et créer un petit truc, même des séquences, des trucs bêtes qui peuvent facilement se créer, mais qui te permettent de passer des messages, hein, c'est tout bête, une séquence de toi qui bouge comme ça, dans un costume à un événement, hop, tu mets ton message à toi inspirant dessus, une musique inspirante du moment, et tu sais pas, des fois, tu crées de la connexion, tu crées du message, tu crées de la viralité. Et c'est plus facile, malgré tout aujourd'hui, de pouvoir passer des messages, parce que la vidéo permet ça,
et les trends de 3-4 secondes avec des textes dessus tout pourris, mal faits, moches, passent mieux. Alors qu'avant, il fallait faire des photos hyper belles, des vidéos hyper produites, il fallait faire des textes à rallonge philosophique où t'expliques les machins, les trucs. Aujourd'hui, c'est plus léger, la viralité peut se créer, mais il y a plus de monde sur les réseaux. Et donc, tu es en concurrence avec le monde entier. Donc, tu as intérêt que ton contenu il soit pertinent. Et c'est ça qui est dur. Donc, qui catch l'attention. Qui capte l'attention parce que ton réel, c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes équipes chez Gritty. Ouais. C'est eux qui gèrent j'essaye de les former pour l'ACM. Mais c'est dur parce qu'ils n'ont pas toujours capté. Je suis obligée de faire des cours une fois par semaine avec les nouvelles CM, tout ça. Et leur expliquer pourquoi leur réel, là, il ne marche pas. Et il ne va pas nous servir si on le sponsor parce qu'il ne va pas convertir, parce qu'il n'est pas pertinent, il n'est pas waouh, il est insipide. Et que ce réel-là, si je le colle à une meuf qui fait ça chez elle dans sa cuisine, ou une UGC, hyper bien, les UGC, je conseille à toutes les entreprises d'utiliser les UGC, je dis, ton contenu, en fait, je sweep. Tu as passé 5 heures dessus, c'est bien, mais on sweep. Et du coup, tu as bossé pour rien. Un réel, je leur dis, un contenu posté sur les réseaux qui n'a pas pour but d'avoir un objectif, faire commenter, créer de la communauté, de l'engagement ou convertir, est un réel perdu. C'est un réel qui ne sert à rien. Voilà. Je rebondis sur le point convertir, parce qu'on pourrait se dire, ok, c'est faire des vues pour des vues, de l'audience pour l'audience, des likes pour des likes, alors que dans ton propos, et à juste titre, parce qu'il y a aussi cette dimension entrepreneuriale, on ne va pas créer du contenu, développer pour développer sans objectif précis, tu viens de le citer. Comment on fait finalement pour trouver le juste équilibre entre attirer l'attention, divertir, garder une certaine image, une certaine posture, même si il faut aussi aller dans la direction de ce que ton audience a envie de consommer et convertir derrière. On entend souvent qu'il faut faire, par exemple, 30% de posts qui vont convertir, certains qui vont développer de l'audience, aller chercher une nouvelle audience, une autre qui va te faire gagner de la trust avec celle-ci, etc. Et puis établir une certaine confiance. Est-ce que toi, il y a une règle que tu essaies de t'appliquer pour faire en sorte de trouver un bon équilibre ? Alors, je dirais que la manière dont on travaille, par exemple, pour Gritty, c'est pas la même que celle que j'utilise sur mes réseaux, parce que mon compte reste un compte personnel. Et des fois, j'y partage ma vie, mes ressentiments, mon parcours de vie, des choses plus drôles, plus légères. Je partage aussi un peu ma vie personnelle. Je parle de ma maman, par exemple, etc. Mais sur Gritty, le but, c'est que les gens ils découvrent aussi l'application et ce qu'on propose. Donc, il faut que l'approche, elle soit différente. Mais on n'est pas obligé toujours de vendre. Le réel, il peut avoir pour but déjà aussi de communiquer avec la communauté sur un programme en cours, créer de l'engagement. Mais malgré tout, comme c'est des réels qui sont créés et qu'il y a du travail, autant qu'on les utilise un peu en publicité, donc ils sont travaillés différemment. Mais des fois, on fait des réels drôles. En ce moment, pour éviter que les promos soient trop agressives, on met des réels ou avec la coach Sarah avec laquelle je suis sur un programme en septembre, on fait les cons dans la salle de sport. Et c'est très, très drôle, mais ça n'a rien à voir avec les promos. On ne parle même pas des promos dedans, mais des fois, il faut alléger un peu les gens. C'est normal qu'ils n'aient pas envie d'être matraqués tout le temps. Et puis des fois, on peut partager des contenus qui sont sur l'appli, mais en public. Donc, il faut les mettre dans un contenu pertinent qui rend bien. Et là, du coup, les gens, naturellement, ça peut leur donner envie. Mais tu donnes aussi un peu du contenu. C'est important de donner pour pouvoir que les gens se fassent un avis. Et de partager aussi nos valeurs, des conseils, etc. Que le compte, moi, j'ai pas envie que le compte Instagram ne soit qu'un relais insipide de l'appli. Il faut que ça crée de la valeur aussi. Donc après, c'est pas des gens qui sont créateurs de contenu, donc ils n'ont pas le même œil que moi. Moi, je suis très exigeante, hein. Mais je sais aussi où mettre un peu d'attention et lâcher un peu du lest aussi, hein. J'ai besoin, parce que ça sera jamais parfait par rapport à mon œil, mais voilà, c'est des stratégies qui sont différentes. Mais pour une entreprise, pour moi, il faut faire des trends. Il ne faut pas avoir peur de faire des trends. Il faut des choses qui sont en lien avec le produit. Alors, je n'ai pas de ratio, hein. Je t'avoue que ça dépend des périodes, des modes et des tendances. Il faut suivre les tendances, hein, c'est même la même règle qu'une personne. Pour reproduire des tendances, des trucs, mais la culture d'entreprise, c'est sympa de voir un peu les salariés, mais il ne faut pas non plus exploiter ses salariés pour faire du contenu, c'est très important, hein, faut bien le préciser. Mais ouais, c'est pas facile. Ça dépend du secteur, mais en vérité, même quelqu'un qui vend des fenêtres, il pourrait faire ça, hein. Tu peux faire des trends sans problème, hein. Complètement. Plus c'est grossier dans un secteur, rien à voir, plus ça marche. Ouais, on voit l'exemple d'un plombier qui est devenu viral sur TikTok, un paysagiste qui explose tous les scores aux États-Unis, par exemple, et qui a rempli son agence. Enfin, des exemples comme ça, il y en a plein. Ce que je retiens de ton propos, c'est que tu dis, j'ai pas de ratio, mais pour autant, avec ton exemple, avec la coach Sarah que tu viens d'évoquer, où il y a des phases de respiration.
Donc, tu es en promo, on va push une offre ou autre, puis ensuite, on va être un petit peu plus détente, puis on va refaire un appel à l'action, on va être un peu plus détente. Et je pense que c'est cet équilibre qui fait que tu ne vas pas épuiser ton audience, parce que finalement, si juste tu cherches que à vendre tout le temps, les gens s'épuisent, on en marre et tu perds. Mais là, on est en période de promo, donc c'est très poussé parce que c'est un temps très court et puis il faut que les gens voient l'info, ils sont en pleine rentrée, ils sont dépassés. Mais après, le reste de l'année, c'est plus smooth. C'est plus, le contenu il est sympa. Tu as 7 jours d'essai gratuit, c'est quoi ce compte, c'est quoi je vais aller voir. Il y a 7 jours d'essai gratuit, pourquoi pas tester finalement et se faire connaître. Mais c'est très dur d'expliquer à mes équipes comment créer de la viralité aussi. Donc voilà. Si tu devais rapidement, excuse-moi, je t'ai coupé, expliquer la viralité ou comment créer un contenu viral en quelques codes, s'il y a des codes, ce serait lesquels? Alors déjà, c'est regarder ce qui marche. C'est-à-dire qu'un contenu viral, c'est un contenu sur lequel tu es tombé, qui a fait des millions de vues, qui est déjà viral, qui est déjà dans la viralité. C'est, OK, ce contenu-là, les gens ils pensent qu'il marche comme ça par magie. Mais il y a des choses qui marchent. Il faut qu'il y ait un truc qui accroche l'œil. Il faut qu'il y ait la belle lumière. Il faut qu'il y ait des gens, il y a un truc qui t'accroche l'œil. Ça peut être un vêtement chelou ou au contraire une meuf super belle. Ça peut être une cuisine avec un truc en arrière-fond qui... Les gens ils vont dire « Ah, t'as vu, ton horloge, elle est à l'envers » et tous les commentaires, ils vont commenter. Tu fais presque exprès d'avoir un truc qui fait que les gens vont commenter une faute d'orthographe. Bon, je ne le fais pas vraiment exprès à chaque fois, je ne vais pas mentir, mais une faute d'orthographe ou un truc, ou des fois des sujets qui peuvent prêter à débat. Tu crées la viralité comme ça. Tu crées avec déjà le fait que ton contenu, visuellement, il accroche l'œil, ou il est drôle, ou tu restes dessus. Déjà, le fait de faire rester les gens sur un réel, peu importe la raison. Ensuite, il y a les phrases d'accroche, les hooks, que ce soit l'intro, la mise en scène, ou alors le côté trash. Nous, moi, j'aime pas trop le côté trash, c'est pas mon délire, mais ça marche. Hein. Tu rentres dedans, les 3 premières secondes, tu as un truc hyper agressif ou autre. Et surtout, il faut regarder tous les jours, parce que pendant un temps, tu avais genre la mode des vidéos où les gens ils se cassent la gueule au début, et hop, ça passait sur autre chose. Quelqu'un te jette de l'eau, et puis d'un coup, tu reçois de l'eau, et puis ça faisait des transitions comme ça. Vous savez, c'est déjà passé de mode. Il faut être tout le temps aux aguets. Regardez quelles sont les descriptions des posts qui marchent bien. Il faut regarder et analyser. En vérité, c'est que de l'analyse. C'est OK, c'est comme un business. Tiens, sa page de vente, elle marche. Pourquoi la mienne, elle ne marche pas alors que la sienne, elle marche? C'est 2 pages de vente, ça devrait marcher pareil. Non, c'est pas pareil. C'est une analyse de comment un contenu il marche. Pourquoi les gens ils restent dessus? Pourquoi toi, tu restes dessus? Je leur dis là, tu vois, il y a ça qui accroche l'œil. Là, le texte, il est là. Toi, tu me l'as écrit comme ça, il n'est pas beau. Mais c'est presque de l'instinct. C'est très dur de l'expliquer. Ça vient avec l'expérience, mais il faut essayer. Et moi, j'ai plein de copines qui ont voulu développer des petits business ou même des auto-entreprises. Elles n'avaient pas vocation à faire des grosses boîtes, mais juste dans leur secteur d'activité. Elles n'arrivaient pas sur les réseaux. Il y a des gens qui sont faits pour, je pense, malgré tout, faut le dire. C'est un peu comme l'entrepreneuriat. Tu auras 10 000 personnes dans une formation et tu vas arriver à capter 50% qui vont vraiment arriver à passer à l'action et à comprendre le truc. C'est comme ça. C'est comme à l'école. Tout le monde n'a pas le diplôme à la fin. Tout le monde n'est pas dans le top des élèves. Et bien sur les réseaux, tu as des gens qui sont faits pour, qui vont choper le truc, qui vont le comprendre et qui vont accepter de jouer le jeu. Et d'autres pour qui ça sera toujours plus compliqué. Complètement. Sinon, tout le monde sera influenceur. Tu as beaucoup parlé d'Instagram notamment. Quelle place ont les autres réseaux dans ta stratégie personnelle de contenu et leur fonctionnement aussi, qui sont complètement différents? Typiquement, TikTok ne fonctionne pas forcément de la même façon qu'Instagram. YouTube, là où tu as développé aussi une grosse communauté, ne fonctionne pas forcément de la même façon. Comment ça se différencie? J'avais YouTube avant, qui prenait vraiment une deuxième place. J'aurais mis Insta en premier parce que je me suis développée dessus en premier et c'est là où j'ai ma plus grosse communauté. YouTube en deuxième parce que c'est une plateforme où les gens aussi continuaient d'aller chercher des programmes gratuits. Donc même si je sors plus de vidéos, elles tournent toujours. C'est pas comme du contenu de divertissement où ça y est, une fois que c'est passé, c'est plus dans l'air du temps et voilà, à part les grosses chaînes. Mais le fitness, les contenus, ils continuent d'exister et de vivre. Je continue à avoir des vues alors que je poste plus rien. Les contenus Insta, ils sont repostés sur Facebook en automatique. Et donc, l'audience est assez similaire et ça fonctionne bien, très bien. TikTok, c'est plus dur. Les contenus qui marchent sur Insta, Facebook et même en Shorts YouTube ne marchent pas sur TikTok. Sur TikTok, c'est du face caméra où tu réagis à tel sujet, à tel drama, à tel truc où tu racontes ta vie, un storytelling. Et j'ai pas le temps de faire ça. Et j'ai pas envie de faire ça vis-à-vis, comme je t'ai dit, de mes employés. Ça, c'est ma limite. Et puis, j'ai pas le temps. Ça se trouve, j'aurais le temps, je pourrais rentrer dans plein de trucs et ça marcherait. Je casserais peut-être une petite barrière. Mais pour l'instant, je n'ai pas le temps de faire ça. Déjà, je reviens sur Insta tous les jours, et je retrouve de la vérité, je me remets dedans, je subis moins, je reprends du plaisir, et déjà, c'est pas mal. Tu as arrêté YouTube en septembre dernier. La façon dont on développe YouTube par rapport typiquement à Insta, où on est sur du contenu beaucoup plus long, complètement différent, YouTube a aussi beaucoup évolué. C'est quoi les quelques conseils que tu pourrais partager par rapport à YouTube ?
Je ne saurais pas te dire, parce que comme je l'ai arrêté, c'est que je n'ai pas trouvé non plus toutes les réponses. Tout ce que je sais, c'est que le YouTube, pareil, d'aujourd'hui, il est très tourné autour de... Les gros YouTubeurs, là, ils font des vidéos à 100 000 euros. Hein, parce que ils sont tellement, les gens s'ennuient vite, ils sont habitués au format court que pour faire venir les gens sur des formats longs, maintenant, c'est des grosses prods. Ou alors, il faut sortir tout le temps du contenu gratuit au détriment de ta boîte. Et au niveau économique, c'est pas pertinent. Et je pense que faut aimer YouTube. Les gens qui sont sur YouTube sont YouTubeurs. Et ils ont les Squeezie, tous ces profils-là, ils sont avant tout YouTubeurs. Et après, ils sont un peu sur les autres réseaux. Comme moi, je suis plus sur Insta et ma boîte. Et le reste est une déclinaison. Donc en fait, tu ne peux pas être partout. On ne considère pas Squeezie comme un TikToker ou comme un Instagrammeur, même s'il y est. Il est YouTubeur. Et il va mettre tout son budget, non pas dans des TikTok, à faire tous les jours des contenus, à être omniprésent. Sa stratégie, ça va être de faire des gros contenus 1 fois par mois ou 2 fois par mois, des events, des produits de marque, et de se concentrer là-dessus, par exemple. Donc non, YouTube, je n'ai pas de conseils là-dessus. Mais en vérité, c'est le même principe qu'ailleurs. Hein. Titre accrocheur, beauty privilège souvent, ou alors vraiment l'inverse, d'être vraiment très atypique. Des sujets, ça, je ne sais pas, en fonction de ta niche, je pense que ça dépend. Mais après, moi, je consomme beaucoup YouTube. Hein. Je consomme beaucoup tes podcasts, je consomme beaucoup de formats longs encore. Mais par exemple, justement, je n'arrive pas à en reproduire parce que c'est très long, les formats longs à monter. Je pense que tu le sais, hein. Mais voilà, j'ai essayé de déléguer, mais mes formats sur ma chaîne ne pouvaient pas se déléguer, et puis ça demande du temps pour faire des belles choses. Tu viens de dire quelque chose de très intéressant, parce que ça répond potentiellement à une question qu'on m'a très souvent posée. Ouais. Tu as dit, YouTube, c'est difficile de trouver l'équilibre avec le contenu que tu vends et le contenu que tu offres et que tu diffuses finalement. Où est la limite pour un business model typiquement comme le vôtre, ou c'est quoi la limite du contenu qu'on partage gratuitement et du contenu qu'on vend? Moi, quand on me pose la question, alors cette différence, c'est pour du business et la vraie valeur ne se situe pas forcément dans l'information en tant que telle, mais plus dans la personnalisation et la capacité à l'exécuter dans le business X ou Y. Donc, j'ai tendance à dire personnellement, il n'y a pas de limite. Je donne tout gratuitement. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et voilà. Vous faites pareil? Tu as la même philosophie? Alors, nous, c'est différent parce que dans le fitness, au-delà des vidéos conseils qui, pour le coup, ne nuiraient pas, mais bon, j'ai tellement fait le tour, j'ai fait 10 000 fois les mêmes sujets, donc c'est plutôt ça qui m'a gênée. La plupart du business model des chaînes de fitness au niveau mondial, c'est des filles qui sortent des vidéos tous les 3 jours de sport. Donc elles sont des références à 10, 20, 30 millions d'abonnés. On a des Pamela Reif, des Chloé Tinks qui sont sur la plateforme depuis plus de 15 ans, qui sont des précurseuses, et qui ont des dizaines de millions d'abonnés. Elles ne parlent pas, donc c'est un format qui est international. Des Robin Ananas, tout ça, c'est des filles avec des chaînes avec des centaines, des 600, 800 vidéos de sport. Et elles ont toutes développé des apps où Pamela était plus maligne, elle a développé des brandings, elle a développé des produits dérivés. Et en plus, sur son profil, c'est plus pertinent. Mais les autres, elles ont toutes développé des apps. Et on s'est intéressé à ça. On s'est posé la question à un moment donné, quand je sortais tous les ans des programmes gratuits sur YouTube, etc. C'est qu'on a analysé les business de ces grosses plateformes, ces filles qui avaient beaucoup donné. Et leur business, en fait, les gens ont tellement de contenu sur leur chaîne YouTube que même une petite partie qui les aime, qui vont basculer sur leur app en payant. Et au final, la plupart consomment le contenu YouTube et ne basculent pas sur la plateforme parce que quel intérêt? Au final, un programme, ok, je peux faire le mien à la carte, c'est gratuit. Et même si tu vois un produit comme on fait actuellement à 89 centimes la semaine, hein, on ne peut pas faire plus accessible en termes de prix, moins d'1 € la semaine. Hein, voilà, tu peux t'abonner à Gritty actuellement en promo, mais leur business fait, alors qu'elles ont des 10, 20, 30 millions, hein, c'est colossal. Hein. J'ai 800 000, là, 850 000 sur ma chaîne actuellement. On est allé voir les références des sociétés, etc. Ça fait 2 millions de rentabilité par an. T'imagines, là, par rapport au nombre d'abonnés qu'elles ont. Ouais. Certaines, elles arrivent à monter à 3-4, mais c'est infime de conversion par rapport à ce qu'elles peuvent faire. Mais peut-être que ce n'est pas leur ambition. Peut-être que leur rêve, c'est d'avoir des sponsors, de ne pas gérer des salariés, de ne pas gérer tout ça. Elles ont développé une app parce que je pense qu'elles ont été accompagnées sur ces projets-là par leurs agents, tout ça, et que c'est très pertinent aussi d'avoir une app aussi au niveau business. Mais ça convertit moins, ça se voit. Les chiffres ne mentent pas, quoi. Tu peux l'analyser, tu peux le voir, on a creusé, on a allé se renseigner, on a été curieux. Et donc, c'est pour ça que c'est bien de donner. Mais si tu donnes trop, en fait, à un moment donné, parce que tu donnes le contenu qu'il y a dans l'app, hein, les gens ne viendront pas. Alors moi, je n'ai pas autant de programmes que ces filles-là. J'aime bien donner encore, mais aussi le temps me manque. Mes équipes, je préfère qu'elles bossent sur améliorer le contenu que les gens payent
et donner un petit peu de temps en temps sur YouTube. Il y a un point que tu viens de partager qui est extrêmement intéressant, c'est la décorrélation complète entre le nombre d'abonnés qu'un créateur de contenu pourrait avoir et le chiffre d'affaires qu'il va générer avec sa boîte, tous ses projets. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit presque de manière récurrente. Alors, en francophonie, encore plus, peut-être parce que je suis au fait de certains sujets, etc. Mais là où l'argent est à vous, tu en parlais tout à l'heure, il y a un vrai point, c'est qu'il y a eu une grande phase de différence, je trouve, entre l'avant et l'après-Covid. Tu parlais par exemple de Pamela Reif, qui a développé une audience énorme pendant le Covid. Alors, elle n'est pas seule. Même avant. Beaucoup de gens, même avant, effectivement, elle a surfé là-dessus. Puis après, il y a eu plein de produits dérivés, etc. Toi, de ton œil extérieur, plus du côté créateur de contenu, c'est quoi l'avant et l'après-Covid ? L'avant, l'après-Covid, c'est un changement de la manière dont les gens consomment le sport en France. Surtout en France, parce qu'on a vécu le confinement, j'ai moins de références dans les autres pays. Mais les autres pays, ils ont une culture, notamment les Américains, tout ça, où ils sont très friands de nouveautés. Moi, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a parlé quand j'ai regardé une de tes interviews avec Julian Jacob, qui parle vraiment de son développement aux US, tout ça. On le voit même en Espagne, etc., où la culture fitness est très ouverte. Ils ont déjà eu accès à tout ça depuis très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui sont développées en Australie, en Espagne, etc., aux États-Unis. Donc eux, ils sont très friands à tester plein de choses. En France, c'est très frileux. Les gens, ils ne voulaient pas, avant le Covid, mettre 1 euro dans ces apps, c'était ridicule. Aujourd'hui, n'importe qui se lance sur les réseaux, il est prêt à payer un abonnement pour un logiciel de montage sur son téléphone, une plateforme de streaming, tout le monde a une appli de fitness, de sport, gratuite ou payante. Et en fait, le Covid a montré aux gens, vu qu'ils s'ennuyaient, qu'ils pouvaient faire du sport chez eux. Et ça a démocratisé le fait qu'on n'est pas obligé d'aller que en salle pour faire du sport, et ça a de coup donné envie à des gens qui pensaient que la seule solution pour se prendre en main, c'était soit aller courir, soit aller en salle de muscu. Et ça ne leur parlait pas, ils n'ont pas le temps. Donc ils ont découvert le sport autrement. Et ça a été la démocratisation encore plus du streaming à grande échelle, mais dans tous les secteurs d'activité. Et le fitness en a fait partie. On était déjà vraiment sur un développement digital depuis des années. Et là, les gens comprennent l'importance de prendre soin d'eux, de prendre soin de leur santé. Et ils investissent plus sur eux-mêmes, avec le développement perso, l'avènement de l'entrepreneuriat aussi sur les réseaux. Les gens comprennent qu'ils doivent investir sur eux, sur leur physique, sur leur santé, sur leur lifestyle, que ça va leur tirer vers le haut. Ça va les tirer vers le haut. Et donc, c'est, on va dire, dans l'air du temps aujourd'hui d'avoir une app. Cette approche du fitness, elle est plus acceptée et surtout, maintenant, elle est presque devenue normale. Tu me fais quoi comme sport ? J'ai une app. Moi, je vais à la salle. Moi, je fais de l'Aerox. Ok, moi, je cours. Et aujourd'hui, les gens, ils peuvent faire un peu de tout s'ils veulent en plus. Donc ça, c'est chouette. Ça a vraiment cassé la barrière de se dire c'était une petite partie de la population qui avait des petits programmes à la maison. Aujourd'hui, tout le monde a essayé. Certains ont continué, d'autres non. Et il y a plein de gens qui ont testé pendant le confinement et qui après n'ont pas poursuivi, mais qui nous ont connus pendant cette période-là aussi. Ça a marqué, je pense, le cœur de tous les Français. Et d'ailleurs, pour nous, ça a été une période que j'ai mal vécue. Les confinements, en tant qu'influenceuse, ça a été très dur. Je ne travaillais pas à l'usine, mais tous les jours, il y avait une sacrée pression sur les épaules. Le premier confinement, il fallait être présent. C'était un peu excitant, malgré le côté tragique un peu de la situation. Mais rapidement, j'ai voulu proposer comme je faisais déjà beaucoup de lives, j'ai voulu proposer des lives et j'ai proposé 3 semaines. J'avais des collègues qui avaient déjà proposé aussi de faire des lives, qui avaient déjà des applis, etc. Mais nous, on a voulu proposer un programme de 3 semaines, sachant qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Donc, ça pouvait signer au bout de 2 semaines, mais voilà, on s'est dit on va faire un programme de 3 semaines. Le premier confinement se passe, il y a un gain de visibilité, les gens ont adoré, ils ont tout découvert. Bam, le deuxième confinement arrive. Ah, super, vous allez refaire des lives. Parce qu'il fallait faire, ça avait duré 2 mois, je crois, le premier confinement. 2 mois, tous les jours, tu viens, tu te connectes, du coup, tu fais rien d'autre. Tu es chez toi, tu n'as pas beaucoup de matériel, tu n'as pas d'équipe, tu es avec ton téléphone. Fallait, même si tu étais malade, même si tu étais fatigué, tu devais aller faire des lives parce que sinon tu ratais une opportunité. Et tu laissais la place aux autres et tu allais être oublié. Deuxième confinement, les gens ils se sont dit c'est acquis. Quand est-ce que reviennent les lives gratuits ? Sauf que toi, entre-temps, tu as sorti un projet qui allait peut-être sortir au moment où il y a eu le deuxième confinement, mais payant. Donc tu le mets de côté. Tu ne sais pas comment ça va se passer, donc tu réponds présent. Deuxième confinement, il y a la moitié des influenceurs qui ont arrêté de faire des lives de sport. Tu continues. Puis tu as l'été qui passe, l'été 2020, et tu reviens en octobre-novembre. Troisième confinement. Les gens redemandent. Et là, en fait, tu avais une pression. Et ceux qui ont arrêté, tout le monde leur dit, ils les ont oubliés. Tous ceux qui ont arrêté, il y en a quelques profils dans le pilates, le fitness, le yoga, beaucoup aussi. Les gens ont été marqués par les comptes qui sont restés.
pendant ces périodes-là. Mais il fallait s'accrocher, il y avait de grosses attentes. Oui, mais toi, tu fais le deuxième confinement, tu n'en fais pas tous les jours. Tu en fais 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Oui, mais telle concurrente, elle fait le samedi et le dimanche aussi. Bon, bah, tu fais samedi, dimanche. Oui, mais elle fait le matin et le soir. Pourquoi tu ne fais pas plusieurs créneaux comme une salle de sport? Et c'était la course au toujours plus. Oui, mais elle fait du pilates aussi, en live avec quelqu'un d'autre. Donc, tu cherches des partenariats et tout. C'était beaucoup de pression, cette période-là. Mais il fallait être là. C'était la bulle du confinement, si on peut dire. Mais c'était à la fois intéressant et c'était prenant. Et heureusement qu'on a aussi été là. Et puis, on a été contents aussi d'être là dans un moment important de l'histoire, malgré tout. Il y a des gens qui n'étaient pas bien chez eux. Moi, mon frère n'était pas bien chez lui. Et ben, il était content de m'avoir le soir sur son ordinateur, à faire un peu de sport dans son petit appart tout miteux. Le pauvre, il était tout seul, il ne pouvait pas se déplacer. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas bien pendant le confinement et qui ont retrouvé de la vitalité, qui n'étaient pas mal chez eux, livrés à eux-mêmes. Et c'est ça la beauté du sport en ligne. C'était pas tout seul. Il y a une connexion qui se fait avec les gens à travers l'écran. Et moi, c'est ça que j'ai toujours aimé dans nos projets. Voilà, c'était un peu Merci Justine. La valeur forte. C'est magnifique parce que c'était mon avant-dernière question. J'ai une dernière question à te poser que je pose à tous nos invités. Mais avant ça, si vous avez eu autant de plaisir à regarder cet épisode que je n'en ai eu à l'animer, eh bien comme à chaque fois, faites-le nous savoir. Likez cette vidéo, partagez-la, commentez. On aura hâte de lire vos commentaires. Et surtout, si vous étiez en train de nous écouter sur une plateforme de streaming, eh bien faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Justine, est-ce que tu peux me partager le déclic qui a fait toute la différence dans ta vie, personnellement comme professionnellement, peu importe. Ça peut être une simple phrase, une situation, une anecdote, quelque chose de positif, moins positif, que tu n'as pas partagé encore dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé. Libre à toi, tu as carte blanche pour le mot de la fin. J'ai un déclic qui m'a profondément changé il y a 1 mois, très récent. Parce que tout le reste a été un enchaînement de petits déclics qui ont marqué ma vie, qui font que j'en suis là aujourd'hui. La séparation, la prise de sport, la conscience du business, etc. J'ai fait une année très difficile l'année dernière, au niveau entrepreneurial, en tant que personne, etc. Ça m'a poussée dans mes limites. J'ai découvert plein de choses, j'ai dû gérer des choses que je ne maîtrisais pas, que j'ai appris à maîtriser. Et j'en avais marre de tout. J'étais face à plein d'enjeux, parfois beaucoup de barrières, beaucoup de problèmes. Et j'arrivais plus à rien à gérer, j'en ai parlé sur mes réseaux. Et le déclic, ça a été un livre. Un livre que j'ai lu à tête reposée pendant mes 3 semaines de vacances où mon esprit était coupé du travail, où j'ai pu prendre le temps de respirer et de lire. C'est un livre que j'ai entendu parler, qui a été recommandé, etc. C'est « Entreprendre dans l'incertitude ». Et ça a été une révélation pour moi, ce livre, un déclic pour me dire « Ok, ça m'a twisté mon mindset ». C'est un des rares bouquins de business où on t'explique les étapes avant que tu ne les vives ou pendant que tu es en train de les vivre. C'est hyper intéressant. Allez voir sur Amazon, il se trouve facilement, le synopsis est sur la description du livre, c'est très parlant. Et j'avais l'impression de vivre ce moment à ce moment-là, et je le vis encore. C'est un livre que j'ai terminé là, il y a 2 semaines, et qui m'a redonné goût à entreprendre. Je n'avais plus envie de me lever le matin, j'avais la saturation de l'entrepreneur, la solitude de l'entrepreneur, et j'avais perdu goût, en fait. J'étais épuisée de tout gérer, de continuer la croissance, c'est dur. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Et j'avais pas envie d'abandonner, mais presque. Des fois, il y a des jours où tu as envie d'abandonner, de toute façon. Et ce livre-là était un gros déclic. Donc, Entreprendre dans l'incertitude, je le recommande à des gens qui sont dans des développements similaires aux nôtres. C'est très, très intéressant. Merci Justine. Merci Alec.